Sword and Baguette. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On continue les débriefs de tournoi. Ce coup-ci, on est avec Rez, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, l'honneur d'être avec nous. Ça y est, on commence directement par une petite fellation histoire de lancer le thème. Vous avez vu la vignette, on est sur la personne qui a alors co-gagné, parce que c'était un tournoi en équipe, mais qui a gagné le tournoi d'Angoulême. Donc écoute, bonjour Rez. Salut Corbac et salut à tous, hein. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir de venir sur ta chaîne que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Ah bah 10 Euh, ans déjà de hobby sur la non, chaîne. n'exagérons rien. Ouais, J'ai 2 mois, c'est redécouvert bon. Oh. j'ai Oh. redécouvert la joie des vidéos avec Old World, mais ouais, quelques mois. Et t'es quand même présent, hein. Je te vois sur pas mal de vidéos, et pas mal de co-vidéos et autres, c'est plutôt sympa. Écoute, merci bien. Normalement, la vidéo sortira un petit peu avant le 11 novembre, si ça dépend de la vitesse avec laquelle je la mets en ligne. Mais globalement, ouais, la chaîne aura 2 mois. Donc ouais, on continue ce format. Alors bon, je t'en ai parlé un petit peu avant. Le but, c'est de continuer à partager le hobby, entre guillemets, le hobby en vrai. Donc de faire des échanges sur les tournois. Alors là, c'est un petit appel, hein. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues sur Angoulême. Mais si vous avez des joueurs qui ont participé ou si vous avez participé à un tournoi qui vous intéresse, vous avez envie d'en parler, bah, écoutez, contactez-nous, on est ouvert. La seule demande que je vous fais, en fait, bon, hormis d'avoir un micro pas trop dégueulasse, vous le savez, on commence à peine à régler les problèmes de son sur la chaîne, donc c'est pas pour en rajouter malheureusement en plus. C'est surtout d'être clair dans la demande, c'est-à-dire m'envoyez pas un mail un peu flou en disant ah machin, t'as vu à tel tournoi j'ai fait ci. Non, dites-moi bah voilà, est-ce que j'aimerais bien partager mon truc. Moi je suis totalement ouvert là-dessus. Si j'étais pas un tournoi, c'était même encore mieux pour la chaîne parce que bah, j'aurais l'œil un petit peu naïf, l'œil candide. Donc voilà, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Il y a d'autres personnes qui vont être interviewées. Vous avez notamment vu bah, mon débrief sur la chaîne de 40K Wargamer pour la partie Orga. Vous avez vu avant cette vidéo classique et on a encore un à deux invités qui vont nous parler après cette vidéo avec Rez. Au niveau du planning global, on va suivre le résultat. Alors j'en profite, hein, je parle beaucoup maintenant parce qu'après vous allez moins m'entendre. Alors profitez-en, une vidéo où 90% du temps je vais fermer ma gueule, c'est assez rare. Mais voilà, vous avez le plan qui est là, donc on va voir un petit peu le joueur et son background hobby, on va parler du tournoi, un petit rappel, hein. Là dans ce cas-là on est sur le même tournoi, donc forcément c'est un petit rappel un peu superflu, mais bah, quand on va commencer à mélanger les tournois entre ceux qu'on aura fait, ceux qu'on aura co-animé, ceux où on n'aura pas été du tout, bah, ça sera toujours intéressant de resituer. Et puis ensuite on fera le débrief du joueur pendant le tournoi, et enfin son avis global sur le world après le tournoi, la méta, le système de jeu, etc. Donc ça c'est au chacun. Donc écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter, Rez, qui es-tu et quel est ton background hobby. Eh ben écoute, super. Eh ben, donc moi c'est Alex alias Rez ou Rezus dans l'ancien temps puisque les pseudos, hein, ça évolue en permanence. Donc bah, moi je joue au jeu Games Workshop et plus particulièrement à Battle depuis 28 ans maintenant. Donc ça commence à faire pas mal de temps, hein, même si pour certains grands anciens comme JB pour pas le citer, je suis un jeuneau du hobby. Mais voilà, donc 28 ans de hobby dans les patchs. J'ai commencé à 12 ans, hein. Je me rappelle très bien être allé dans le Games Workshop de Grenoble. Et voilà, donc j'en parle parce que comme tu parlais tout à l'heure de présenter les diverses versions, les diverses visions du hobby, bah, pour moi le hobby c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et notamment grâce à ce Games de Grenoble qui était pour nous, les Grenoblois, une institution avec ouais, tout un panel de personnalités qui était assez incroyable. Notamment, je repense au manager de Grenoble, au vieux Steph, à Phil, ou à Eric. Et donc, moi, je suis allé, étant assez jeune et n'ayant jamais joué à aucun wargame ou aucun jeu de figurines sur table. Et j'ai découvert cet univers qui était assez incroyable. Et ce qui était plutôt cool pour moi, c'est qu'avec ce package, bah voilà, jeu de figurines et vendeur plutôt sympathique, est venu bah, une bande de potes tout simplement.
Une bande de potes, voilà, on s'est rencontrés, pour la majorité justement au détour d'un tournoi, pendant un tournoi, organisé par le magasin de Grenoble et on est passé d'adversaires à potes, puis de potes à amis et voilà des gens avec qui que je côtoie, qui sont vraiment devenus une famille de cœur et des amis et que je continue à avoir aujourd'hui, voilà 28 ans après donc voilà, je un petit coucou d'ailleurs, toute cette équipe, hein. Il y en a que tu as pu rencontrer, Yannick le Marseillais et Nico Mermut, qui était présent à Angoulême, hein, qui étaient en équipe tous les deux. Voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés à cette époque-là. Et puis après, bon, pas tous les citer, mais voilà, je me suis vraiment là. On a fédéré, on s'est fédéré, on a créé un groupe d'amis. Et ça nous a poussés tous dans le hobby, chacun à sa façon. Donc il y avait les compétiteurs, hein, ceux qui voulaient gagner les tournois. Il y avait les peintres, hein, on a pas mal de potes, qui ont gagné des Golden Demons, à force d'acharnement et de travail, de compréhension aussi de ce qui était attendu, pendant la compétition. Donc voilà, hein, il y a même des amis, voilà, de ce groupe-là qui ont ouvert, là aujourd'hui 2 studios de peinture. Je glisse ça si jamais, vous voulez faire peindre vos armées ou juste une figurine pour un cadeau ou autre, n'hésitez pas à voilà, aller voir Valley Miniature Studio et Trey Mini, qui sont 2 studios de peinture qui ont été montés donc par ces amis-là et qui sont 2 peintres exceptionnels. Bah, ce que je te Voilà propose, donc si tu veux, c'est qu'on mettra le lien dans la description. Et ouais, alors, petite pub au passage, mais en effet, n'hésitez pas, hein, les services de peinture, quand vous avez, comme on disait un peu en général dans le hobby, plus vous avez de temps pour votre passion, en général, moins vous avez d'argent pour en profiter. Et inversement, souvent, quand vous avez un petit peu trop de pognon, vous n'avez pas de temps pour le faire. Donc, les services de peinture, c'est très très bête. Mais quand vous manquez de temps, alors bien sûr, on peut vous dire oui, il y a aussi le facteur social. C'est pour les gens qui ont des problèmes, qui peuvent pas peindre. Bon, on va pas se mentir, c'est bon, en général, c'est pour des feignants de cadre. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment un moyen d'avoir une très très belle armée, des fois de se faire plaisir sur des projets de peinture où on n'ose pas aller. Et donc là, vous allez avoir les liens des 2 studios dans la description. Et aussi sur le Linktree, vous avez le lien des services de peinture partenaires de la chaîne. Donc actuellement, on a Color Realms et puis Obira Painting qui peignent une partie des armées que vous voyez, une partie des décors que vous voyez sur les rapports de bataille. Et donc, c'est des gens qui vivent de leur passion, et donc c'est toujours quelque chose de beau, hein. C'est un peu naïf de le dire, mais ça reste le cas. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à passer à faire le pas du service peinture. Moi, ça m'a permis de gratter des points de peinture à pas mal de tournois, et j'en suis très très content. ouais, c'est clair. Non et puis en plus au-delà, effectivement comme tu dis des petits points bonus en tournoi, quand on voit le temps que ça prend de peindre une armée, parfois, on va pas se mentir, hein, on n'est pas hyper satisfait du résultat par rapport au temps passé, hein. On se dit Ouais. toujours: «Ah, j'ai tout ça pour ça». Malheureusement, on n'est pas tous des Michel-Ange ou des Picasso du hobby. Alors certes, c'est chouette de peindre ses figurines, mais comme tu le disais si bien, si on a un peu d'argent, qu'on veut gagner du temps, ou alors même tout simplement qu'on veut lancer plusieurs armées en même temps, hein, c'est une très bonne solution. Donc ouais, pareil, je recommande fortement, quoi. Ouais, donc voilà le fameux Games de Grenoble, hein, qui nous a un peu tous formés. Le manager, hein, de l'époque qui s'appelait Steph, qu'on appelait vieux Steph parce que nous on était des gamins de 12 ans, donc tu bien, on était coachés par un padré à l'époque. On se disait: «Bon, il va tout nous apprendre, hein». Pour nous, c'est l'éleveur de champions, Coco Freeze, il vient de ce cru-là aussi, hein, vraiment, on a tous été élevés, entre guillemets «au jeu» avec lui et voilà, c'était vraiment un Games qui était très accueillant. Je passe de temps en temps, hein, dans les games, c'est vrai que ça a un peu changé, mais c'est aussi parce que je pense que maintenant je suis vieux, donc j'ai peut-être moins d'interaction. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une époque où on vivait le hobby, enfin c'était vraiment une passion, ça l'est toujours, hein, pour moi, mais quand on rentrait dans un games, il y avait vraiment ce côté, le hobby à 100%. On pouvait bien sûr venir acheter, il y avait une table de peinture, il y avait les tables à côté. Et j'ai fait quand même quelques tournois mémorables là-bas et j'ai appris justement voilà, cette notion de compétition, de stratégie, à Grenoble. En plus, comme Mm. je le disais tout à l'heure, du coup, de me faire une vraie bande d'amis que j'ai toujours aujourd'hui. Et donc, ça nous a tous un peu guidés. Donc, comme je te disais, on a commencé cette histoire,
sur mes 12 ans. Et puis, ben, on a continué comme ça hein, jusqu'à 20 ans, donc à écumer les tournois, à faire du battle, à faire du 40 000. Mm. Voilà, tout ça de manière assez compétitive. J'ai découvert bien sûr les autres jeux games. Hein, je crois que je les ai quasiment. Enfin, les jeux qui sont sortis sur cette période, je les ai tous essayés. Les Mordheim, même des War Master, des Inquisitor, voilà, qui étaient pas forcément les meilleurs jeux de games, mais voilà, quand tu traînes aux games, bah, tu joues un petit peu à tout. Ouais. Et Bah, ouais, voilà. t'abordes deux sujets qui sont super intéressants. Bon, alors déjà, c'est la région de Grenoble qui a été une région hyper compétitive pendant des années, et je pense l'est encore sûrement sur les core games, où tu as toujours eu un vivier de joueurs, où voilà, en général, tu savais qu'à Grenoble, ça jouait sérieux. Enfin, moi, je me souviens d'un tournoi où je suis arrivé un petit peu comme une fleur, c'était pas du tout ma région, etc. C'était, voilà, tu sentais que les mecs voulaient gagner à tout prix. Voilà. Alors, des fois, bon, des fois, la forme était pas là, mais un vivier très compétitif. Et puis, en effet, les boutiques de games où clairement, alors, bien sûr, maintenant, les directives ont changé, donc c'est facile de dire les vendeurs sont plus les mêmes. Alors, oui, les vendeurs sont plus les mêmes, mais c'est surtout les directives qui ont changé. Ils ont plus autant par boutique, etc. etc. Mais clairement, ce que tu as vécu au Game Workshop de Grenoble, moi, je l'ai vécu un petit peu en décalé au Game Workshop de Reims, où clairement, tu avais une équipe de passionnés. Moi, je me souviens, Antoine, je sais pas si regarde la chaîne, je pense pas qu'il a passé le cap de The Old World. Mais Antoine du Game Workshop de Reims, c'était un plaisir de jouer contre lui. Voilà, il doit avoir 5-6 ans plus que moi, tu vois. Mais il bossait chez Games, il peignait des figues, il peint bien. En plus, cet enfoiré, là maintenant, il a monté son propre jeu de figues en histo. Donc voilà, c'est toujours des moments très intéressants, des rencontres. Et puis bah, des fois, tu retrouves des gens 15 ans après et tu te dis bah attends, on n'avait pas joué ensemble au Game Workshop de machin. Ah, bah si, c'était cool, machin. Bah, voilà, c'est vraiment des lieux de vie très intéressants. Voilà, je pense que si s'ils étaient trois encore par boutique, ça permettrait encore de redynamiser, et qu'en effet les mecs puissent refaire des tournois, etc. Alors je connais pas le Game Workshop de Grenoble, je crois que j'y suis jamais allé. De toute façon, je suis allé 2 fois dans ma vie à Grenoble et clairement le Game Workshop était pas au planning. Mais je sais que maintenant ils sont plus dans les plus petites boutiques, donc clairement organiser du tournoi en arrière-salle ou etc. c'est peut-être plus compliqué. Ouais, et puis comme tu disais, ils ont réduit la taille des boutiques. Il y a eu beaucoup de ce qu'ils appelaient, je crois, les one-man store. Ouais. Donc c'est vrai que ça, bon bah c'est plus complexe, hein. C'est plus complexe de faire un tournoi dans une boutique où il y a une pièce avec une pièce enregistreuse quoi. Ouais, c'est ça. Puis deux quarts de table qui font chacun deux plaques de table games. Je dis, attends, je suis censé faire une game là. Bon, ok, ça marche. On va aller à l'assaut, hein. Tu m'en veux pas? Ouais, grave, on va jouer à côté, on va jouer à côté. Ah non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, ouais, il y avait cette ambiance. Donc il y a plein de raisons hein, qui font que les choses elles évoluent et que ce soit en mieux ou en moins bien, qu'importe finalement. Mais ouais, c'était quand même une belle époque pour le hobby, ces boutiques avec plusieurs vendeurs déjà comme tu le disais et puis bah comme ton exemple, hein, des passionnés, des mecs qui peignent bien, qui montent des armées, qui font des listes, qui ont envie de développer un peu le hobby quoi. Exactement. Et Donc du coup, ouais, voilà, vas-y, je t'en prie. on arrive 20 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, 28 ans plus tard, au Ah, tournoi d'Angoulême. ouais, la partie intro, elle était trop longue là. J'ai trop développé sur le sur le magasin quoi. Ah, je tente de faire une transi. Après, si tu veux encore discuter sur ton background, Non, non, n'hésite non, pas, hein, t'as ça, il n'y a raison. pas de. Non, mais comme on avait parlé un peu compétition et autres, en gros, je voulais juste faire une petite jonction puisque bah, effectivement, ce côté magasin Games Workshop de Grenoble m'a amené à réfléchir de manière stratégique, mais c'est surtout un passage par la compétition ETC qui m'a vraiment appris à, bah, voilà, réfléchir différemment puisque Grenoble c'était formidable et c'est vrai que quand je suis arrivé, notamment grâce à Coco Freeze, Coco, avec qui on a été en coloc, pendant pas mal d'années, et qui lui faisait, voilà, les qualifs françaises pour aller à l'ETC. Quand on s'est installé ensemble, il m'a dit: «Vas-y, je pense que tu as ce qu'il faut pour faire partie de l'équipe, mais par contre pour ça il va falloir jouer, jouer, jouer». Et Hmm. voilà, donc le côté compétitif s'est vraiment développé à ce moment-là avec
avec la règle qu'on avait, la règle tacite, c'était pour faire de la compétition, le minimum, c'est une partie par semaine. Donc Ouais. voilà, donc on est passé par des ETC, je crois que j'en ai fait 3. Et c'est vrai que ça t'apprend une autre vision du jeu qui est une vision qui est différente, hein, ni mieux ni moins bien, mais une vision où vraiment tu te dis: «OK, je connais quand même bien le jeu et je sais ce que je vais affronter et comment je vais jouer, quoi». Mm. Bah, de toute façon, Voilà, du coup. alors, bien sûr, il y a, comme d'habitude, hein, et c'est quelque chose que je dis malheureusement souvent, il y a autant de vision du hobby qu'il y a de personnes. Mais le jeu compétitif, quand tu as envie de le pousser à un certain niveau, alors après, il y a ceux que ça éclate de jouer en équipe et d'autres moins, tu vois, il y a pas mal de sujets qui sortent de là. Mais quand tu pousses le jeu, quand tu veux aller plus loin, quand tu veux commencer à comprendre le jeu, comprendre la notion de metagame, les notions d'évolution de metagame, moi j'ai adoré typiquement, c'est faire du tournoi à l'étranger. C'est quelque chose que je faisais quand j'avais pas mal de déplacements avec le boulot dans le nord de l'Europe ou des choses comme ça. Et tu joues, alors tu joues des fois dans des assos à la cool, puis des fois tu dis allez je m'inscris à un tournoi où je parle pas la langue, on verra si ça passe. Bon, au final, les gens Ouais, parlent anglais ambitieux, dans les pays ambitieux. nordiques, donc tu t'en sors bien, sûr. Mais c'est là où tu apprends le plus. Clairement, c'est là où tu apprends le plus. Alors, à petite échelle, déjà, aller dans une association ou une autre, c'est déjà cool de découvrir, de rencontrer des gens qui jouent différemment. Mais quand tu commences à changer de pays, moi je me souviens, alors c'était à 40K, mais tu vois, j'avais la vision, justement, un peu, la vision ETC 40K qu'avaient les Allemands, donc en équipe qui était insupportable, vraiment, où ils partaient du principe que s'ils trichaient, que tu te rendais pas compte, c'était de ta faute, fallait être meilleur. Donc c'était un petit peu ce qui redonnait. Et quand tu arrives dans des tournois en Allemagne, même dans des grandes villes ou autres, la mentalité était pas du tout dans ce délire-là. Enfin, ils étaient vraiment super cool, vraiment ouverts, etc. Et ça permet de passer outre certains clichés. Et je sais que typiquement, j'ai pris plus de plaisir à jouer contre des Allemands que contre des Hollandais. Alors que tu vois, dans le boulot, c'était l'inverse. Dans le boulot, j'avais accepté que les Hollandais, c'était des Allemands qui savaient sourire, tu vois. Mais ouais, donc Ah mais ETC, alors qualif ou ETC ETC du coup? ETC, bah, tu sais, en France, on est vraiment sur ce volet, on est incapable de se mettre d'accord, hein, j'ai vraiment ce souvenir-là. Donc, pour sélectionner les équipes qui partaient à l'ETC pour représenter la France, on prenait pas les meilleurs joueurs et on les mettait dans une équipe. En gros, chacun faisait son équipe et c'était l'équipe qui gagnait les qualifs ETC françaises qui allait à l'ETC. Donc, j'ai fait 3 qualifs ETC, enfin non, pardon, ouais, si j'en ai fait 3, j'en ai gagné 3 et j'ai fait 2 ETC. Parce qu'il y a une qualif que j'ai gagnée où j'ai pas pu honorer. Voilà, c'était des époques où on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc j'avais pas les moyens financiers de faire mon premier ETC remporté. Mais non, non, du coup j'ai fait 2 ETC et j'ai remporté 3 qualifs ETC avec mes équipes, quoi. Ah, plutôt propre comme palmarès, ça. Ouais, c'était très sympa, c'était très sympa. Alors bien sûr, hein, tournant en équipe, toujours avec. Tu parlais tout à l'heure là un peu des vieilles gloires, que ce soit bah, de la région grenobloise là avec la fameuse la LRA de l'époque, ou alors des joueurs bah, d'ailleurs qu'on a pu retrouver hein, au tournoi d'Angoulême. Il y avait Jérôme Grando qui était là, qui était un peu une star à l'époque quand moi j'étais tout minot quoi. Je crois que c'est le premier gagnant du GT français si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais, ouais. qui était là en gougou. Et voilà, puis sinon, bah, voilà, les grands noms de l'époque, si je peux me permettre, les Soltis, les Pandy, voilà, les mecs avec qui on jouait, on jouait quand même beaucoup. Et donc, ouais, des gros entraînements. C'est ça qui est bien et qui est dommage avec la France, c'est que comme on se met pas d'accord, il y a vraiment toujours des querelles de clochers ou des problèmes d'ego. C'était dur d'envoyer les meilleures équipes, mais par contre, ce qui était bien, c'est qu'on arrivait à l'ETC, on était préparé parce qu'on avait déjà fait un mini ETC avant, donc on savait Ouais. un peu comment ça allait se passer, quoi. Mais ouais, ouais, une belle période de compétition, quoi. Alors, tu vois, moi, je suis un grand défenseur de ce type de truc. Alors, paradoxalement, moi, j'ai été un petit peu éduqué à l'école 40K. Mais j'étais vraiment un grand admirateur de ça. Et notamment, bah, quand on a pu faire l'interrégion en France. Clairement, pour 40K, j'ai été le premier à sauter sur le truc. Je reste persuadé qu'une bonne équipe soudée, qui vient du même coin et qui partage des valeurs, des choses comme ça, c'est plus efficace en général que plutôt du mercenariat où tu piques ce que tu penses être le meilleur de chaque équipe. J'ai du mal à voir en fait un joueur performer dans un jeu en équipe sans la construction justement en équipe qui est autour. Bon, évidemment, il y a le contre-exemple avec la France qui a réussi à faire ce qu'ils n'ont jamais fait par le passé à 40K cette année, Ouais, j'ai vu à ça. être première, à gagner les championnats, enfin le WTC. Mais globalement, ouais, j'ai toujours été un gros défenseur de non, je bosse avec les copains, on monte, on apprend à jouer ensemble, on se définit ensemble qui on est, comment on évolue.
Et puis voilà, on se mesure face aux autres équipes, aux autres régions françaises, aux autres équipes françaises, et on montre voilà, on gagne ensemble, et puis on se qualifie ensemble, et après on va batailler ensemble avec le maillot qui va bien, quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, hein. Vraiment l'équipe de potes, c'est quand même ce qui se fait de mieux, ne serait-ce que effectivement les valeurs, ce que tu as envie de véhiculer, ce que tu portes. Et puis mine de rien, quand tu es avec tes potes, il y a un petit côté shonen, où tu te dis: «Vas-y, on est tous ensemble», ça te motive quand même, il y a un côté qui te pousse, quoi. Ah oui, et puis en fait, j'ai donné un exemple très bête hein, de gros tournois qu'on a fait en équipe. Je me suis plus éclaté à être troisième avec une bande de potes qu'à finir premier en mode full mercenaire, si tu veux. En Ouais, termes je de vois très bien ce que plaisir, en tu veux termes de dire. récompense, en termes de surpartager, etc. Quand t'as juste un Ah, ça capitaine n'a qui rien à pique, voir. en gros, sa team, tu sais, sa dream team, là, en mode tiens, toi t'es le meilleur joueur de tel codex du moment, toi t'es le meilleur joueur de tel bouquin du moment, tu viens. Ouais, tout le monde fait son taf, tout le monde fait le taf qu'il a à faire, mais j'ai pas le sensation, enfin le sentiment d'appartenance. C'est un truc qui pour moi me parle beaucoup. Et après, comme d'hab, hein, c'est des valeurs de merde, mais c'est les miennes. Et Non, tu c'est bien pour ça que raison. j'ai toujours été Ouais. un petit peu en admiration du système français qu'on avait par rapport à ça. Alors qu'il y avait peut-être ses défauts, hein, peut-être qu'on aurait créé des équipes bien meilleures et qu'on aurait été multiples champions du monde à l'époque. Alors, moi à l'époque, je regardais ça sur le Warco, si tu veux, je regardais les débriefs, je faisais de l'actualisation sur T3 quand ils mettaient les scores à jour. Enfin, c'était des trucs de naze, si tu veux, mais à regarder de loin, c'était super intéressant, super impressionnant. Et puis, bah voilà, il y avait toute cette vision de voilà, les mecs sont en train de. C'est l'équipe de France qui est en train de batailler sur du tout, et c'était vraiment cool, quoi. Ah, mais c'était génial, moi aussi, je le vivais, d'un côté puis de l'autre, de l'écran, mais c'est vrai que ce côté Warfo, c'était assez fou, quoi. Moi, c'est à cette époque-là où j'ai découvert aussi le fantastique club de figurines de Bonnel avec notre ami JB. Mais c'est vrai, hein, non, mais c'est des visions du hobby, hein. Franchement, il y aurait des bouquins à écrire là-dessus, quoi. Toutes les visions différentes, les différentes régions, la manière de faire. Bien sûr, cet aspect compétitif qui compte, mais pas que. Et là où je te rejoins, de toute façon, tu vas faire des bornes avec des gens, tu vas passer la moitié de ton année à t'entraîner avec eux, tu vas passer je sais pas combien de jours sur place, bah vaut mieux que tu les aimes bien parce que sinon clairement ça vaut pas le coup quoi. Le temps investi est perdu quoi. Si Ouais, tu t'emmerdes, il y a aucun gain. Même si tu gagnes la compétition, c'est pas worth it quoi. ouais, et puis je pense réellement hein, que pour avoir envie de batailler sur des match-ups de merde, il y en a tous, hein, quand tu joues en équipe, il y a forcément des games où tu es envoyé soit en chèvre, soit en mode écoute, c'est en mode Jean-Claude Duss, tu veux, oublie que t'as aucune chance. Mais aller te battre quand t'es censé te prendre un 20-0 et ramener 4 points, si tu veux, bah, batailler pour tes potes, tu vas le faire. Batailler pour des mecs qui t'ont envoyé, qui t'ont envoyé à la mort, ah, tu vas dire, ah bah j'avais prévu de faire 0, j'ai fait 0, voilà. Enfin, je pense que tu te bagarres pas pour la. Alors bien sûr, hein, tu vas dire aussi, peut-être que tu as le drapeau derrière qui compte, mais je suis pas sûr qu'on est sur des compétitions où le sentiment patriotique et de ce que tu peux avoir sur les JO avec les équipes de judo, des choses comme ça, tu vois, où tu sens vraiment, même l'athlète, où tu sens vraiment une cohésion d'équipe énorme. Donc, enfin voilà, je pense que c'est des bons petits trucs. Et paradoxalement, voilà, même si je suis pas trop fan de ce que sont devenus les core games aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un qui regarde d'un petit peu loin, mais qui regarde toujours ce genre d'événements parce que c'est du jeu en équipe et j'ai envie de me dire que les mecs prennent autant de plaisir ensemble à s'entraîner, à le faire et à tout ce qui va avec, quoi. Ouais, je suis d'accord. Puis le petit côté cocorico aussi, de temps en temps, tu te dis, allez. À Enfin 200%. là, quand ils ont 200%. gagné, c'est quand même sympa de te dire que la France est numéro un à 40K, quoi. C'est quand même cool. C'est ça. Alors là, moi, j'ai mon côté salé gaulois. Je me dis, putain, si seulement ça avait été dans une autre version, machin truc, une version que je considérais avec le skill cap, mais au final, ça, c'est de la branlette. Ce qui compte, c'est que, voilà, encore une fois, l'étoile, elle est sur le maillot. Et à partir de ce moment-là, voilà, t'as rien à dire derrière, quoi. Il y a une étoile, point. Ouais, et puis comme tu dis, il y a eu des versions qui sont passées, il y en a d'autres qui arriveront. Le jeu, il correspond pas toujours à ce qu'on attend, mais voilà, c'est aussi une question de sensibilité, quoi. Moi, je suis comme toi, hein, je m'étais remis au jeu Games à 40 000 en montant une armée de custodes. C'était la V8, je crois. Hmm. Et puis après, il y a eu un passage où je me suis dit, ah, ça me ressemble beaucoup moins quand même comme style de jeu. Et puis heureusement, Cold World est arrivé puisque ça m'a permis de
désolé pour eux, mais de ranger mes custodes en mallette et de sortir une nouvelle armée pour aller batailler sur les champs de bataille fantastiques, quoi. Ah ouais, sur ça on est un peu similaire. Alors moi j'étais pas, voilà, je me suis pas forcé à partir de la moitié de la V9 où j'ai commencé à me dire attends, je crois que Game se fout de ma gueule. Je veux dire peut-être c'est la fameuse insulte à mon intelligence. Je veux dire à partir du moment où t'as un mec qui met 12 BM qui vaut 90 points, je pense pas que ça aille sur la bonne sur la bonne direction, tu vois. Et donc moi je me suis mis voilà, au Jedi, au Mandalorian et à Star Wars Légion où j'ai découvert une communauté fantastique, un jeu vraiment très poussé, des mecs qui réfléchissent en fait en termes de win rate, c'est-à-dire que oh voilà cette liste, cette faction est horrible, presque 53% de win rate. Ok. Ouais, c'est C'est fort 53%. Mais du coup, enfin, moi je viens de chez Games, il y avait du 67 là. On fait comment? ouais, du coup, c'est plutôt équilibré finalement, ouais, on aime bien, on aime bien. Donc voilà. Mais c'est marrant que tu sois allé sur Star Wars Legends, parce que moi, pendant ma pause jeux games, je suis allé sur MCP, Marvel Crisis Protocol, Ouais, qui est, si je dis pas de conneries, fait partie de la même boîte, la boîte qui fait Star Wars Legion, c'est ça? Je dis pas ouais, même je éditeur, suis ouais. pas à côté de la plaque. Alors Ouais, faut que même ça a changé, éditeur. enfin c'est AMG, alors après, enfin, et ça s'est transformé de FMG en AMG je crois, mais ouais, c'est les mêmes, enfin ça laisse modé quoi. Donc ouais, ouais, pareil, j'ai découvert la commu et le jeu, que j'ai trouvé très sympa, hein, que j'ai bien poncé, et j'ai trouvé ça très très cool aussi. Mm. Bon bah écoute, est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on est un peu trop débordé? Comme je te disais, des fois je pars un peu, je suis un peu bavard, mais parce que le hobby c'est quand même notre vie avant tout, donc des fois je on peut parler un Écoute, peu. Est-ce qu'on est bien à ton avis? écoute, moi j'ai pas de clock, moi c'est plus ou moins mon métier, donc c'est juste toi, encore une fois, hein, si l'émission dure 7 heures, elle dure 7 heures, si elle dure 1 heure, elle dure 1 heure. Moi, dans tous les cas, je vais m'éclater. Donc, ce qui compte, c'est d'avancer. On va peut-être en effet embrayer sur Angoulême, histoire d'avancer un petit peu sur ce Ouais, diapo parce que 3. les 7 heures c'est sympa, mais je voudrais pas infliger ça à tes auditeurs, à tes téléspectateurs, aux Ouais, c'est viewers. toi qui vas devoir assumer, hein. Je veux dire, si avec toi, il y a une émission de 6 heures et qu'avec les autres, c'est des émissions de 45 minutes, 1 heure, c'est toi qui passeras pour le mec bizarre. Après, on est dans le hobby, on est tous des mecs bizarres. Donc, se faire juger d'être Ouais, bizarre par des mecs exactement. bizarres en soi. Finalement, est-ce que c'est pas un point positif, quoi? Du coup, ouais, Angoulême, donc petit rappel de ma part, format 2v2 1000 points, donc un format un petit peu spécial, hein, qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler le format compétitif, qui va être alors à 1005 ou à 2000, ça va dépendre enfin, c'est des querelles de clocher, mais voilà, c'est des sujets, encore une fois, des sujets intéressants, des scénarios totalement maison, faits pour le truc, alors playtesté avec une quinzaine de games, alors une quinzaine de games, non, une dizaine de games en amont, je vais pas compter celles que j'ai fait juste de mon côté. Mais je parle vraiment des playtests faits par des joueurs différents. Il y a une dizaine de games, ça a bien tourné, donc on est parti sur ça. Alors, comme d'habitude, les scénars maison, ça c'est très bien, mais est-ce que ça résiste à l'épreuve du feu? Eh bah écoute, le tournoi nous a permis de voir les limites des scénars, de tout ce qui va avec. Ça, je te laisserai en parler dans la partie débrief. Et malgré tout, avec une grosse note de peinture. Alors pour vous qui a peu influencé, parce que bande de bourrins, vous avez assuré sur les points de game. Mais pour beaucoup d'équipes, les points de partie étaient durs à aller chercher parce que vous n'avez pas forcément fait leur liste en fonction des scénars. Et du coup, bah, tu te retrouves avec des équipes qui ont 12 points de poutre et 15 points de peinture. Donc voilà, des notes de compo qui allaient de en gros 10% de la note de l'équipe à 50 ou 60% dans certains cas. Ou même beaucoup plus, hein. On pense à l'équipe qui a fait la cuillère en bois qui, je crois, est à 0 ou 2 en termes en termes de points de poutre et qui a mis une dizaine ou une douzaine, ou peut-être même 14 points de peinture. Donc c'est carrément. Finalement, ils ont fait une compète de peinture et ils ont joué avec des filles à côté. Mais voilà, c'était le truc. Encore une fois, si vous voulez un débrief plus complet, vous avez le live de Phil de 40K Wargamer où on a bien parlé du sujet, bien débriefé le truc. Là, ce qui compte en fait, ça va être de parler de toi pendant le tournoi, c'est-à-dire bah, le premier point, tes objectifs perso, et ensuite ton armée à toi, et après on parlera de ton collègue du coup. Ok. Pas de souci. Eh ben écoute, moi à la base, mes objectifs perso, donc c'est Nico de l'association, hein, angouloise, je crois qu'on dit, AAFFJV, c'est ça, je dis pas de bêtises? AAJH, il y avait une lettre de moins au début. AAJH, n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Ok, Nico, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas. Ouais, donc voilà, donc c'est Nico qui m'a dit, ouais, on fait un tournoi Old World avec l'assaut. C'est du 2 contre 2, c'est un petit format, ça peut être sympa. Est-ce que ça te chauffe?
bah, comme je le disais au début, hein, de cette vidéo, c'est toujours un mode. J'ai toujours le même vivier d'amis, de jeu et je sais qu'on vraiment s'est bien marré avec cette nouvelle sortie Old World. Donc au départ, il m'a proposé ça. On a proposé aussi à notre ami marseillais, Yannick, que tu as pu voir, sur Angoulême et à la base, on avait proposé aussi un autre pote qui était très investi, sur Old World, qui a un ami de Grenoble qui habite en Suisse maintenant. Clem, si tu nous entends. Et finalement, il y a eu, bah, voilà, la vie elle est comme ça, Clem pouvait pas venir et Sylvain alias Coco Freeze était assez chaud pour découvrir le jeu, hein, puisque ce qu'il disait sur le tournoi, la pure vérité, il avait jamais joué à Old World. Du coup, on s'est dit: «Allez, faisons le tournoi ensemble» et donc moi, à la base, ça s'est vraiment décidé, bah, comme un week-end entre potes au départ, donc juste aller à Angoulême, voir son pote, et en profiter pour faire le tournoi de son asso. Et puis avec le temps, ça a un peu dévié dans le sens où quand on a décidé de faire équipe avec Coco Freeze, on s'est dit: «OK, bah, c'est quoi les attentes de chacun?» Et là, on s'est mis d'accord, bah, déjà sur le fait, bah, de lire ton règlement en se disant, voilà, Corbat il sort quelque chose, un peu de terre, c'est un peu différent du Old World classique. Qu'est-ce qui change? Donc on a beaucoup lu ton règlement en se disant: «OK, quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et comment est-ce que nous on peut, bah, se servir du règlement pour construire des listes?» Moi, j'avais un impératif de départ qui était que je voulais absolument jouer Empire. Ça, c'était non négociable puisque c'était l'armée que j'étais en train de peindre. Donc, toi-même, tu sais, je pense, quand tu fais un tournoi et que tu as de la peinture en cours, bah, ça te motive pas mal à peindre, à peindre, à peindre. Et comme ça, tu peux respecter, bah, voilà, tes délais de peinture grâce au tournoi. Donc, Mm. moi, c'était le seul impératif de départ. Et puis, bah, pour Sylvain, donc ceux qui connaissent, voilà, sous le pseudo Coco Freeze, qui joue beaucoup à 9e âge, lui, il avait pas de problème armée, puisqu'il a, je pense, toutes les armées. Donc il a fallu lui trouver une armée qui correspondait à son style de jeu et qui correspondait aussi à ton scénario. Donc voilà pour un petit peu le déclencheur, on va dire. Mhm. Et c'est comme ça que sont montées du coup nos deux listes. Donc on savait déjà que j'allais jouer Empire, mais ma liste Empire elle a pas mal muté, évolué au fur et à mesure de nos réflexions, hein, puisque je me rappelle le premier choix que j'avais fait, c'était un Seigneur Sorcier sur Pégase. Comme tu peux le Mhm. voir, comme vous pouvez le voir, il est pas du tout dans la liste, il n'existe plus. Il a pas passé le cut, Euh, quoi. non, il a pas passé le cut puisque bah, quand on a commencé à réfléchir, bah, du coup aux armées que Coco pouvait et voulait jouer, on s'est arrêté sur pas mal de listes de hit and run puisque c'est bien son style de jeu. Donc on a pensé aux Elfes Noirs au départ, puis après on s'est bloqué sur les Sylvains et on s'est dit les Sylvains c'est sympa, et après il a fallu articuler, bah, nos listes autour de ton règlement puisque c'est vraiment comme ça qu'on l'a fait. Mhm. On a d'abord pensé, bah, qui joue une GB, quel type de général, qui fait la magie, parce que la magie, on en parlera peut-être un peu plus en détail à la fin, mais la magie dans Old World, c'est quand même hyper important, contrairement à ce qu'on disait à la sortie, hein. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions avec des gens qui me disaient: «Mais non, moi je joue pas de magicien, ça sert à rien, je fais de la disciple à la hache». Je leur disais: «Ah, Ouais. on n'a pas la même vision du jeu, à mon avis, il y a un moment, ça va poser des problèmes quand même». Donc on savait qu'il fallait de la magie. Et voilà, donc on a articulé, on a regardé, on s'est rendu compte quand même que bah, voilà, les elfes sylvains en termes de magie, c'est plus que costaud, hein, entre les satanés sœurs des épines, hein, pour Ouais. l'expression pour moi qui est peut-être la meilleure unité du jeu, aujourd'hui, hein, puisque ça coûte pas cher, ça fait de la magie très bien, ça choisit ses sorts, ça a une 1 à 4, ça tape un peu au corps à corps si tu te fais attraper par du léger. On s'est dit: «Ah ouais, OK, pour 135 points, tu quand même une unité qui est plus que costaud». L'homme art vénérable, hein, pareil, hein, quand tu vois un général qui meurt pas et qui fait de la magie, bah, c'est sûr que le vénérable c'est toujours bien mieux que le seigneur sorcier de l'Empire sur Pégase. Donc pareil, c'était un choix voilà, qui semblait un petit peu, ouais, qui s'est imposé tout seul. Et puis bah moi j'ai monté ma liste en me disant: OK, la faiblesse des elfes sylvains, c'est ce côté, savonnette et bah voilà, ça croustille, hein, c'est pas vraiment arrivé sur le tournoi, mais si tu arrives à les attraper en général ça dure pas, hein, c'est pas une armée d'attrition. Donc il fallait moi que de mon côté je protège, les elfes sylvains, avec quand même des unités qui permettent en cas de craquage des elfes sylvains, bah, de réaliser les objectifs. Donc les demi-griffes, ils sont plutôt bien imposés dans le sens où pour moi
c'est quand même une unité de monstre qui encaisse très bien grâce à la 2+. Une bonne 2+, hein, sur des unités de CAC un peu solides, c'est quand même très sympa. Ils ont le mérite de pouvoir avoir des porte-étendards, hein, des bannières, ce qui était très important dans ton scénar. Mm. Et puis après, derrière, j'ai un petit peu enrobé en me disant, ok, les elfes sylvains, on va se déployer, mais ils vont pas rester en bord de zone comme peuvent le faire par exemple des arbalétriers ou des arquebusiers. Donc autant détourner là un peu l'attention en mettant des barrettes qui bougent pas, qui sont là un Oui. peu statiques. Si les gens veulent venir les prendre, bah nous ça nous permet derrière d'articuler notre jeu et de jouer autour de ça. Et si jamais ils les prennent pas, bah c'est toujours des gars qui font un peu des petits tirs, ça coûte pas grand chose. Et puis s'il faut, on court au milieu de la table au tour 4 et puis on voit ce qui se passe quoi. Mm. Voilà De toute pour la façon, quand réflexion. Le dernier. Ouais. Pardon, Moi, vas-y. quand j'ai vu vos listes, je t'interromps 30 secondes et je te laisserai. Quand j'ai T'as vu bien vos listes, raison. j'ai vu deux packs de Sœurs des Épines. Et alors, le 3x2, je t'avoue que je m'y attendais pas. Je m'attendais à du 2x3 pour les joueurs empires. Même si au final, la méta était un peu différente. Je sais même pas s'il y avait vraiment une méta. Mais ouais, quand j'ai vu vos trucs, j'ai dit ok, les demi-poulets qui font partie aussi des très très bonnes unités du jeu, alors peut-être pas dans le top 3, mais qui sont très très bien classés. La doublette de Sœur des Épines, à une époque où les gens se sont rendus compte que les vortex étaient cool, que le vortex de feu était très très cool, que les boules de feu c'était super efficace dans le jeu, parce que bah voilà, les différents trucs de sauvegarde, beaucoup de raisons. Je t'avoue que quand j'ai vu les trucs, alors en plus en associant ça avec les pseudos, je me suis dit oula, oula. Bon voilà, là c'est sauf gros craquage, c'est-à-dire énorme coup de bluff en mode voilà. Vous mettez une énorme cuite la veille, vous arrivez, vous avez 3 grammes encore pendant les 2 premières games, et du coup il faut attendre le dimanche pour que vous soyez frais. Je me suis On dit a essayé voilà, pourtant, hein. On a essayé, hein. La cuite est tombée, mais ça a pas suffi, quoi. ça n'a pas suffi là. Alors peut-être en même temps une gueule de bois pour l'elfe Sylvain, c'est fluff quoi. Ouais, pas faux. Pas faux, la gueule de bois, elle est belle. Elle est belle avec les elfes de la forêt. Ouais, non, mais tu vois, t'as raison, hein, les 3 fois les demi-poulets sur le papier, comme ça, tu peux te dire, ouais, c'est faible, mais en fait, ce qu'on se disait, c'est vu l'utilité qu'on en a, que c'est vrai, ils sont vraiment là pour faire des tampons, pour aller chercher des choses qui nous gênent en fond de table. Hmm. Parce que clairement, hein, moi je joue un peu le rôle de la brebis sacrificielle, hein. Je veux dire, moi je fonçais, j'avançais, je me positionnais, j'essayais de gêner au maximum les trucs qui cavalaient et ou qui faisaient de la magie, bah, pour empêcher la dissipe. Et puis après on voyait un peu ce qui se passait, parce que mine de rien, bah, on va le voir sur les parties, hein, mais souvent il y avait du répondant quand même en face. Alors on est venu, hein, on est venu équipé, donc nous jamais tu nous entendras parler sur la difficulté des listes, c'est sûr et certain, c'est plutôt logique. Mais on n'a pas été déçus, tu vois, on s'est pas dit ah ouais ok, euh, on a eu des belles armées, bien jouées, et tout ce que tu veux, mais le côté White Dwarf, c'est finalement on trouvait que les listes elles étaient assez burnées et nous ça nous allait très bien, on trouvait ça très sympa quoi. Ouais, On trouvait ouais, et ça très puis sympa. alors j'avais le choix, si tu veux, j'avais deux choix possibles. C'était soit le scénar était partagé avant l'armée des listes ou après. Donc soit je laissais les mecs les plus investis bouquiner le scénar et se dire bon bah nickel, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Ça c'était le truc que j'ai préféré faire, c'est-à-dire récompenser si tu veux l'investissement. C'est-à-dire quand j'ai vu des mecs sortir encore une fois des bannières, alors là sur les packs de demi-griffon, alors ça ressemble à rien, hein, c'est 3 fois 7 points, mais des fois 21 points, c'est un petit anneau rubis de ruine qui est vraiment pas loin si tu veux. Et quand j'ai vu ça, pareil, des mecs mettre des bannières sur des packs de 5 archers, de 10 archers bretoniens, tu vois, je me suis dit, tiens, ils ont lu le scénar, tu vois, il y a eu au moins un effort de fait. Et donc, l'autre solution, en fait, c'était de dire, bah les gars, voilà, vous avez fait vos listes d'armées, voici les scénars, là, les 2 tiers de vos armées seront incapables de se froid et quoi que ce soit. Et tous les mecs qui allaient venir avec leur dragon, etc., les dire, attends, comment ça, on joue en feuille de déroute, là. Donc tu vois, voilà, il y avait pas mal d'objectifs par rapport à ça qui étaient de forcer à ce que les joueurs jouent des choses différentes. Alors ça a déplu, hein, parce que certains voulaient profiter de ce tournoi pour aller être le summum de leur préparation depuis février, c'est-à-dire bah, voilà, ils ont joué, ils ont fait de la bataille rangée depuis 6 mois. Ils ont envie de faire un tournoi qui récompense le fait de faire de la bataille rangée, c'est-à-dire de gagner avec de la rétention de points. Bon, c'est ce qui a pu en décevoir certains, et puis je peux le comprendre, et j'ai pas de choix, j'ai pas de problème là-dessus, hein, c'est des choix et des goûts, comme beaucoup de choses, ça ne discute pas. Mais voilà, j'ai préféré faire le choix inverse, et en effet, bah, quand j'ai vu vos listes, oh les chacos, oh les petits chacos.
Ah bah c'est sûr que ça change de ce que tu vois habituellement sur la table quand tu fais une partie Old World, comme tu le disais, en mode rétention de points, hein, ça a rien à voir. Au contraire, moi je trouvais que c'était ce système de on compte pas les points de victoire. Mm. Je trouvais ça génial sur le côté où on joue décomplexé. C'est-à-dire qu'on va privilégier la stratégie autour du scénar plutôt que de dire faut absolument que je tue le dragon ou faut que je tue le niveau 4 ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait un côté où ça t'obligeait à sortir des petites habitudes qu'on avait pris mine de rien depuis janvier dernier parce que bah, toi comme moi je pense qu'on fait quand même quelques parties. Ouais. Bah voilà, on commence à savoir ce qui marche plus ou moins, ou en tout cas on voit les grandes lignes. Mm. Bah ça rebattait les cartes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon partenaire et ami Coco Freeze, c'était pense pas que ce soit du Old World, puisque une partie dans un tournoi classique, tu la joueras jamais comme on est en train de la jouer. Ah oui, c'est Moi, ça. clairement, j'ai fait 4 parties qui étaient hyper fun, hyper intéressantes, et c'était aussi bah, grâce à ton format. Après, qu'on l'aime pas, qu'on dise il faut pas toucher au jeu, il est trop jeune, ou le format 2 contre 2, 2 fois 1000, etc. Ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Chacun a sa sensibilité. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié, et je venais aussi un peu dans cet esprit-là, c'est que, c'était complètement différent de ce que je faisais, habituellement. Donc ça Mm. fait du bien, c'est rafraîchissant. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, écoute, on Donc peut passer à la ouais, voilà première pour game, si la tu veux. construction de liste, ouais. Allons-y, allons-y. Là, en termes de. Bon, il y a pas. De toute façon, voilà, on a spoilé dès le début. Hein, on est sur une victoire du tournoi avec énormément de points de poutre. Donc, je mets directement le score. Hein, je vais pas vous faire la petite animation PowerPoint. Oh là là, le mystère. Première ronde, notre N des elfes. Alors, une équipe alors, un petit peu montée de bric et broc. À la base, ça devait être nain et orc et gobelin. Et le joueur nain a disparu dans les limbes. J'avais suivi, Alors, il est cette revenu le jour histoire, du ouais. tournoi pour dire je vais être remboursé. Alors, Ah ouais, sympa, sympa. En même temps, c'est fluff pour un nain, quoi. c'est fleuve pour un nain. Je pense que je suis dans son lit des rancunes, clairement. Mais étant nain aussi de cœur, je veux dire, je me souviens des 4-5 mails que j'ai envoyés qui n'ont pas eu de réponse et de son pauvre coéquipier qui a essayé de le joindre pendant 2 mois sans l'avoir. Donc on se Ah le retrouve pauvre. avec un roi des tombes et un orc et gobelin ensemble qui s'appelle le trône des elfes. Alors le nom est plus tout à fait fluff, hein. Ils ont d'autres valeurs en commun, l'amour de l'or pour les gobes et les rois des tombes. Avec une petite compo qui était pas dégueu. Hein. Déjà, tu avais 2 level 4 en face de vous. L'air de rien, c'est pas rien. Il y avait un petit level 1 en plus dessus. Il y avait pas trop orque noir sur Wyvern. Une petite base d'infanterie. Alors, ça, à mon avis, pour vous, ça a dû être du bonheur à gérer. Mais il y avait les Ushabti avec arc. Il y avait la catapulte. Il y avait l'arche. La catapulte à plongeur de la mort. L'air de rien. Plus, si je dis pas de bêtises, des joueurs qui ont, comme tu le disais avant, au moins l'un des deux joueurs. Alors, je me souviens plus du deuxième, j'ai honte, mais le joueur des tombes qui a un petit palmarès sympathique. Comment tu as vu cette game? Comment tu l'as Est-ce que vous l'avez préparé? Est-ce que vous êtes allé jusque-là en disant bah voilà, on a déjà le pairing pour le samedi matin, est-ce qu'on fait un petit briefing avant? Ou est-ce que vous y êtes allé à la zob en disant, en improvisant un Non, plan à on 10 minutes de la game? Ou voilà. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? on a lu la liste quand même, parce que toujours, hein, tu curieux de voir contre quoi tu vas jouer. Au-delà de faire des stratégies, en plus, je trouve ça hyper dur de faire des R stratégies, tu vois, de dire ouais, bah, imagine il se met là, alors moi, du coup, je vais me déployer là, puis après, je trouve que c'est très compliqué. Mais par contre, oui, on a lu la liste. En plus, on connaissait Jérôme, donc le joueur roi des tombes, hein, comme je disais tout à l'heure, qui était un excellent joueur. À la belle époque, dans les années golden. Et bah, tu parlais de son camarade Orkegob, malheureusement, qui a été lâché par son compère nain, voilà, qui lui nous a dit dès le début, écoutez, moi, voilà, j'ai pas beaucoup joué, voire j'ai pas du tout joué. Par contre, bah, j'ai envie d'apprendre. Et donc, on va pas se mentir, il y avait une disparité dans les niveaux de jeu. Et en plus de ça, euh, ils parlaient, mais la communication, c'était pas la même que celle de que peuvent avoir 2 amis qui sont venus ensemble. Donc forcément, c'est plus difficile de dire à quelqu'un que tu viens juste de rencontrer: «Ouais, non, tes orques noirs, mais elle est plutôt comme ça» ou «Ouais, moi j'aurais pas mis le scorpion là», que à ton pote, que tu connais depuis 20 ans où tu vas lui dire: «Ah mais vas-y, vire-moi tes sœurs des épines, elles sont trop mal placées, c'est relou, emmène-les plutôt par là-bas». Donc la communication, c'était plus complexe pour eux. Par contre, c'est vrai que c'était une partie qui était très agréable et mine de rien, donc le score, hein, c'est 18-0, on se dit: «Ah, ils ont roulé dessus». Il a fallu y aller, hein, parce que de mon côté, bah, Sylvain, Coco Freeze, lui, il a plutôt,
fait ce qu'il était venu pour faire, hein. Il a blasté. Donc notamment, tu parlais, hein, les pauvres packs d'orques noirs, de gobes et de costauds, hein. Je crois qu'il a tué les 15 gobes de la nuit en une phase de magie. Et du coup, il s'est occupé aussi du niveau 4 gob par la même occasion, hein, puisque, tout le monde a explosé. Donc lui de son côté, il gueunait dans les infanteries qui avaient des bannières, et moi mon objectif, sur cette partie, c'était d'aller ouvrir la colline sacrée. Quand je dis colline sacrée, donc il y avait une colline infonctable, et dessus il y avait, la kata à plongeur, la kata à crâne, l'arche des âmes damnées, les ouchaptiers avec arc. Devant il y avait les tirailleurs, squelettes, et bien entendu, autour de tout ce petit monde, le level 4 et le level 1, donc qui faisait repoper, donc qui ressuscitait des morts, et qui se rendait, bien entendu, intangible et avec mouvement de réserve. Donc je peux te dire que ça a bougé dans tous les sens. Et voilà, moi ça c'était mon objectif, hein. J'étais un peu l'ouvre-boîte, je devais aller prendre la colline sacrée. Et bon, c'était quand même, voilà, il a fallu y aller. C'était plus dur que ce que le score reflète, parce que ça aurait pu basculer. On a des souvenirs de combats de demi-griffons contre des scorpions, contre un scorpion. Je le charge, je me fais éclater, il me charge, je l'éclate. Donc on était là, ok. C'est quand même formidable de pas charger. Et puis voilà, et donc quand la colline sacrée est tombée, à partir de là, c'était la victoire, puisque, de l'autre côté, ça avait ratissé des peaux vertes, il y avait plus grand monde. Voilà. Mais encore une fois, une partie, je pense que s'ils avaient fait 3 parties ensemble, avant de venir, ça aurait pas du tout été la même. Vraiment pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, hein, aux joueurs orques. On lui a dit, voilà, faut pas avancer les pâtés les uns après les autres, faut plutôt y aller, tout le monde en même temps. Là où hiverne, soit on la sort, soit on la sort pas, mais c'est dur, tu sais, de la mettre derrière le pack de d'infanterie, puis d'attendre un peu. Voilà, si tu vas aller chercher les elfes sylvains, bon, faut vraiment y aller d'un coup. Donc, Ouais. bon, on en a reparlé un peu avec eux après, et ils nous ont dit que les parties d'après étaient quand même compliquées, mais qu'ils avaient pris plus de plaisir de jeu. Mais voilà, c'était pas de bol pour eux, Mm. de tomber contre notre équipe sur la première, même si on a quand même passé un moment qui était sympa. C'était difficile pour eux, quoi. C'était très dur. Bah, là, tu abordes deux sujets qui sont super importants, et ça, les joueurs s'en rendent pas compte avant de l'avoir fait, mais quand tu joues en 2v2, tu as beaucoup plus d'interactions à gérer que quand tu fais du 1v1. Parce que déjà, comme tu disais, avec ton collègue, si vous avez l'habitude de jouer ensemble, moi j'ai des potes avec qui j'ai fait un nombre de 2v2 incalculable, on se connaît par cœur, on sait où va aller l'autre, on sait les trucs qu'il va faire, on sait quand il va grid à tel moment, et on est capable de l'anticiper, de lui dire ouais, joue pas au con, ça marchera pas. Et tu vas mais si, mais ouais, non, joue pas au con, ça marchera pas, c'est pas le moment. Faut être capable de se parler franchement, et quand tu connais pas la personne avec qui t'es, ou quand t'oses pas lui dire les trucs, hein, parce que tous les binômes sont pas totalement équitables là-dessus, des fois c'est un peu compliqué de jouer. Et le deuxième point surtout, c'est Elric, j'avais oublié son pseudo, c'est l'un des mecs de Rennes qui ont monté un café, un bar à jeu. Bref. Ok. Donc ouais, surtout c'est quand tu veux aller choper, quand tu veux aller choper des choses, il faut tout sortir. C'est très très con, mais il faut pas se dire je sors qu'une petite unité, on verra si ça passe, le reste temporise. Non, non, non. Quand tu veux aller choper une gunline, quand tu veux aller choper des trucs, faut lui mettre le maximum de cibles possible sous la bouche, tout. Voilà. C'est soit tu présentes rien, soit tu présentes tout. Parce que quand tu commences à vouloir te dire attends, je vais juste mettre cette petite unité là, y aller un peu d'une manière saine, etc., t'es quasiment sûr que ça va foirer. Parce que l'adversaire va se mettre hors de portée, enfin hors d'angle de charge de ton unité. Bon, bien sûr, si c'est des Pégases, c'est différent, mais les gens qui nous écoutent auront compris. On se mettre hors d'angle de vue, on va être capable de trouver un petit redirecteur qui va te faire chier ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le truc. Quand tu veux aller chercher de la gunline, faut y aller à 200%. Est-ce qu'ils avaient de quoi aller les chercher? J'en sais rien. Comme ça, tu vois, je les trouve pas forcément à poil avec l'arche, la kata, enfin les deux katas, l'arche. Les tirailleurs squelettes, ils ont pas une super portée, mais en même temps, toi, tu dois t'approcher pour blaster, donc il y a peut-être un monde où ça passe. Enfin, quand je dis toi, c'est toi en tant qu'elfe sylvain. Les Ushabti avec arc, c'est une super bonne unité. Est-ce qu'ils avaient vraiment une condition pour battre votre lige? J'en sais rien. Là, le score a mis en avant que non. Mais je pense que, ouais, comme tu le disais, avec un petit peu plus de connaissance des match-ups, alors pareil, est-ce que la liste Orc et Gob était vraiment la mieux foutue pour vous affronter dans le match-up? Je pense pas. Les Orques noirs, c'est bien. Les Gobs de la nuit, c'est bien. Les costauds, là, c'est peut-être pas une unité que j'aurais mis en avant.
Mais t'as de quoi faire en orc et gobelins. Et ouais, en se connaissant mieux et en ayant une meilleure liste, je sais pas que le score aurait. Que le résultat victoire-défaite aurait changé, mais je pense qu'il y aurait eu un peu plus de points mis de leur côté. Non, mais clairement, t'as tout dit, hein. Justement, moi, je trouve que les pâtés d'infanterie, si on les envoie tous les 3 en même temps, ça va vraiment nous emmerder dans le sens où, bah, il faut quand même, hein, aller tuer, 30 orques avec 4 en endurance, Mm. c'est compliqué. Tu vois, les 15 gops, s'ils les avaient mieux déployés, parce qu'on les prend tour 1, bah, jamais ils perdent, un niveau 4 et 15 gobs et du coup, bah, ça change la gueule de la partie sur la disciple, sur les sorts agressifs et autres. Parce qu'en plus, le level 4, gobelin de la nuit, il est quand même astringent, contraignant. Il a plein de choses à l'image de ses sorts, hein. Vraiment, c'est assez relou. Ouais. Et surtout, je pense que avec l'orque noir, la wyvern, soit tu la mets plein centre, soit tu la mets sur un flanc. Mais dans tous les cas, ça force Lève Sylvain à sortir à un Ouais. moment ou un autre. Et Bah, là, c'est l'effet quand il Goliath. sort, bah, c'est le moment où, voilà, où tu sors les tirailleurs archers, tu sors les ouchapiers avec arc, tu tires dedans la kata à l'arche, tu mets tout dedans. Et, euh, et c'est très fort, hein, les elfes sylvains, bien joué, c'est très très fort. Par contre, et heureusement, ce qu'on peut pas tout avoir, c'est des chips. Je veux dire, Ouais. quand ils sont touchés, ils sautent tout de suite. Il n'y a pas d'armure. Bon, à part les sœurs des épines avec leur 1,4, j'arrive toujours pas à comprendre, mais tout le reste, je veux dire, ça saute. L'homme arbre, il n'aime pas du tout la cata à crâne avec les crânes enflammés. Enfin, il y a quand même du répondant, et vraiment, je pense que c'est dommage pour eux qu'on les ait affrontés en première ronde, parce que peut-être que si on les avait affrontés sur la dernière partie, ça aurait été différent. En tout cas, la liste, quand je l'ai vue sur le papier, je me suis pas dit, ouais, c'est dans la poche, quoi. Je me suis dit, ok, va falloir réfléchir, quoi. Bon, on passe à la deuxième. Allez, passons à Là, la deuxième. je suis partagé parce qu'à la fois ça me fait mal au cœur, mais qu'est-ce que ça me fait marrer. La Belle et la Bête, donc avec Ah, mes deux teammates, Sens et JP, donc JP Caspi que vous voyez sur la chaîne, et enfin co-host de la chaîne, pardon, coproducteur de la chaîne, tout ce que vous voulez, qui venait lui en exilé bretonien, donc le baron sur Pégase, un petit level 2 avec un anneau rubis de ruine, un petit peu d'archer, un petit peu de chevalier à pied parce qu'il y a des taxes obligatoires, 3 Pégases et une bombarde, et les collègues qui arrivaient aussi en Empire avec un grand maître lui qui est sur demi-poulet, là où toi tu as été chercher le Pégase, un petit level 1 en blast pour avoir le primaire de démonologie, de magie noire, je crois, pardon, pour claquer des blasts, plus ça de rubis de ruine, 20 halbardiers de x5 archers parce qu'il faut bien une base, 3 demi-griffes et un grand canon. Moi j'aime bien leur liste. Hein. Bon, je suis le co-responsable de la conception de la liste. Mais ça m'étonne pas, ça. ça m'a éclaté de vous voir les défauts. Enfin, que vous affrontez en deuxième ronde, alors que mon pauvre Val, qui débute à All World, hein, il a fait quelques games et quelques games en assaut où tu joues contre des mecs où la moitié du temps, qui est plus dans le bouquin de règles qu'autre chose, qui a eu du training actif sur Warhol à une semaine du tournoi en mode non, non, attends, céder le terrain, ça veut dire ça, se replier en mode ordre, ça veut dire ça. Attention, ça, tu le lances à tel moment, etc. Tomber contre vous en deuxième, je pense ils ont pris 3 mois d'XP d'un coup là. Bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ouais, c'était une partie qui était hyper agréable. En tout cas, c'était très intéressant, et surtout, voilà, le score, hein, 20-0, ça fait peur sur le papier, mais la vérité, c'est que, en tout cas, de mon ressenti, je pense que c'était ma partie la plus agréable du week-end. On a beaucoup échangé, ça a fait un peu des pièges. Malheureusement, il y a eu quelques erreurs qui sont venues les mettre. Qui les ont mis dedans alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Je pense notamment au fait de sortir les petits sorciers d'épatés. Alors ça, je vous le dis, hein, les gars, quand vous jouez face à des armées où il y a le gabarit là de tempête de feu, la colonne de flamme, je sais plus comment il s'appelle, le sort Ouais, de magie de bataille, pilier de qui flamme. peut pilier de flamme, ouais, qui est orienté où on veut. Sortez pas les persos d'épatés, parce que vous allez vous exposer à des déconvenus qui, et ça va vous rendre triste. En plus, vous allez vous dire, ah, effectivement, j'aurais jamais dû faire ça. Donc c'est ce qui s'est passé, je crois, tour 1 ou 2. Ils ont sorti les persos d'épatés alors qu'il y avait des beaux halbardiers, des beaux chevaliers à pied ou des beaux archers, qu'importe, où ils pouvaient rester au chaud tranquillement. Ouais, Et ben, c'est ça, je pense, qui a signé un peu ouais, ouais. en tout cas, la phase d'offensive chez nous, puisque
se regarder un peu dans le blanc des yeux, on va pas se mentir, hein. Il y a un baron sur Pégase, personne n'a vraiment trop envie d'y aller. Moi à moins qu'il faille que j'y aille avec mon perso, mon grand maître, il a pas trop envie d'aller tenter le diable. Ouais, te En plante face, il y a pas. quand même un ouais, exactement, bah, déjà, te plante pas et même donne tout ce que t'as parce que si t'es pas à 200 de tes capacités, ça va mal se terminer pour toi. Le grand maître sur demi-poulet, c'est pareil. Enfin, je veux dire, je le connais très bien, il est ultra solide. En plus, il est avec ses 3 potes. Donc moi, on disait au début: «Ouais, c'est sympa, 3 unités de 2, mais 3 unités de 2 face à une unité de 3 et un perso dedans, bah, du coup, ça va m'obliger à mobiliser plusieurs unités, voire le perso sur Pégase aussi. Hmm. Donc pareil, on n'était pas hyper serein. Et puis si en plus derrière, bah, tu as des Pégases, merci, pareil on parlait des sœurs des épines, hein, mais pour moi les Pégases, c'est la même épine dans le pied que les sœurs. Ah, c'est pas, voilà, Heu, c'est la meilleure unité. Pour moi, franchement c'est la meilleure c'est unité la du jeu. Alors, en tout cas, la plus facile à jouer actuellement, c'est le ouais, Pégase. c'est sûr que c'est la plus facile et je trouve qu'elle a un rapport, qualité coût en point qui est honteuse, on peut le dire Oh, comme ça. à part le fait qu'elle soit très forte, très mobile, pas très chère, spammable et très efficace, quelles que soient les armées, que tu as des combos débiles dès que tu les joues en exilé en leur filant de l'avant-garde ou en leur filant du vétéran. À part ça, ça va quoi. Ouais, ouais, grave. Ouais, puis ça encaisse pas trop mal non plus, ça vaut à 360, ouais, non, c'est clairement, une horreur. Et puis derrière, ben, bien sûr, armée exilée, qui dit armée d'exilés dit bombarde. L'Empire a pris son grand canon, hein, nous on a fait l'impasse sur les machines de guerre, mais du coup ça veut dire, bah, que l'homme arbre, il est pas serein. L'homme arbre, il se sent pas tout seul. Mon perso, pareil sur Pigeon, il est bien sympa, mais il faut quand même qu'il fasse attention. Hmm. Parce que moi, j'ai pas vraiment, tous les attentions messieurs et compagnie, dans le sens où j'ai pas d'unité d'accompagnement pour mon patron. Ouais. Donc sur le papier, ils étaient vraiment pas mal et je pense qu'ils auraient dû jouer l'attrition, c'est-à-dire, attendre un peu, tirer un peu, attendre qu'on se découvre pour venir, faire un peu de magie avec les elfes sylvains peut-être Hmm. et puis tout envoyer d'un coup et séparer les cibles, encore une fois multiplier les cibles. Malheureusement, bah, la mort des deux sorciers avec les 2 anneaux rubis, hein, qui nous faisaient royalement ouais, qui nous embêtaient, grandement puisque l'anneau rubis, hein, voilà, c'est même pas la peine de le décrire, mais c'est une horreur surtout dans des elfes sylvains. Bah, le fait qu'ils sortent les 2 persos et qu'on les tue très rapidement et bah, là, ils se sont sentis obligés de venir et nous, ça nous a permis, bah, de un peu plus de dérouler donc c'est souvent comme ça, hein, on le dit toujours. Il y a une règle qui dit: «Donne pas à manger, pendant le tour de l'adversaire», c'est-à-dire va pas sacrifier tes unités pendant ton tour, Ouais. laisse l'autre le faire. C'est-à-dire que, on sait jamais quelle connerie on va faire. On a beau avoir fait, 1000 parties de Wargame, 2000, 10 000, on peut toujours faire des erreurs et du coup, jouer en réfléchissant, pas forcément sans prendre de risques, mais en tout cas en se disant: Je vais me positionner au mieux de mes capacités, sans faire trop de en essayant de pas faire de conneries». Hmm. Ça a l'air débile dit comme ça, mais c'est hyper important et quand tu forces l'autre, du coup, à jouer vite, dans le sens où il se dit: «Ah, je viens de perdre, mes 2 persos magiciens, si j'y vais pas, ils vont me mouliner à la magie», bah, du coup, tu l'obliges à prendre des risques et aussi à faire des erreurs et c'est un petit peu ce qui s'est passé malheureusement. Puisque, bah, voilà, ça a forcé les demi-poulets, les demi-griffons à venir rapidement avec le grand maître dedans, alors que moi je les aurais plutôt séparés, c'est ce que je leur ai dit, hein. Moi je les aurais mis l'un à côté de l'autre, parce que va tomber un grand maître, sur demi-poulet, avec des boules de feu et des flèches, ça va prendre du temps. D'ailleurs on l'a vu, hein, on a eu le cas de figure à la fin de la partie, il est sorti tout seul. Je crois qu'il a fallu 2 phases avec toutes nos armées pour le tuer. Donc tu bien que le truc Save à il est 2, il est un quand jeu même à 3 solide. contre l'enflammé, il galère. Hein. Ah bah, c'était difficile, hein, c'était difficile et on a tout mis, hein, les arquebuses, les arbalètes, les boules de feu. Ils voulaient pas tomber, donc j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné, en frontal, tu vois? Hmm. 3 demi-griffes, à côté, le patron, à côté, les chevaliers à pied qui courent vraiment, qui bombardent, les Pégases, le perso et voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont plutôt venus un petit peu à la queue leu leu. Hmm. Et donc ça nous a servi et encore une fois, un peu comme sur la première partie, c'est beaucoup plus facile de gérer les menaces une par une que quand elles arrivent toutes en même temps. Donc, Ah, tu vois donc qu'il y a, voilà, il y a mais un sujet, c'est le manque d'XP qui a joué grandement. En fait, si tu veux, ils ont fait, ils ont fait une partie. Alors, c'est une partie sur Warhol, ça vaut ce que ça vaut. Mais histoire de les mettre un petit peu en confiance, ils étaient beaucoup trop confiants à mon goût, si tu veux, avant le tournoi. Même en ouais, voyant les listes, etc. Ils disaient, ouais, non, c'est bon, ça, on les gère, etc. Je me suis dit, bon,
on va vous faire bouffer un peu de terrain, même si c'est du terrain virtuel. Et j'ai des mis en jeu contre deux Troyens que j'adore, qui jouent beaucoup sur Warhol. Ils ont joué contre des listes super agressives. Et en fait, si tu veux, ils se sont retrouvés avec leur mago engagé au cas côté 2, si tu veux. D'accord. Et du coup, ils se sont dit, bon, maintenant, on fait plus le con. On va foutre, comme il y a très peu de trucs, de longs fusils du Auckland, que les mecs jouent très peu les persos qui snipent les personnages adverses, etc. Maintenant, nos persos, on les met entre nos packs, derrière les packs, c'est bien plus safe. Comme ça, quand on se fait choper. Alors, j'ai apprécié le gain d'XP, mais j'ai eu envie de leur dire, attention, le jeu n'est pas aussi binaire que ça. Il y a toujours des situations qui sont différentes. Le Vortex, alors Val, en effet, c'est le manque d'XP. JP, c'est de ma faute. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance un Vortex sur un sortie qui a 2 PF, j'arrive pas à le tuer, moi, si tu veux. Il n'y a jamais de Du coup, il blessures a qui des sortent mauvaises d'un coup. habitudes, quoi. Voilà, donc en fait, il s'est dit, c'est bon, c'est pas si grave que ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu Coco placer son Vortex. J'ai vu cet enchaînement magnifique, pack d'infanterie, sorcier, pack d'infanterie. J'ai dit, oh putain. Et 30 secondes après, fin du tour, allez vas-y, blah, allez, plus de mago. Ouais, Donc, ça fait mal, ça fait mal. Et puis encore une fois, ce qui est dommage, mais bon, t'en sors un, tu le perds, tu dis bon, allez, tant pis. Mais là, sortir les deux côte à côte et les deux avec Anneau Rubis, tu dis ah les gars, c'est dommage. C'est quand même une des clés de la partie, cet Anneau Rubis. Je parle même pas de la magie, ou bon, un level 2 contre l'homme arbre, ou les level 2 contre des level 2, c'est un peu des jets de dés. Mais les Anneaux Rubis, ils nous auraient forcé du coup à beaucoup plus réfléchir sur nos placements, sur notre positionnement. ouais, Ah, voilà, une fois que les sorciers sont partis, c'est c'est plus dur pour eux, quoi. Mais c'est une sûr. excellente partie, hein, très sympa et très intéressé, comme tu l'as dit, hein, très intéressé aussi par la stratégie, par le niveau de jeu, par comment est-ce qu'on voit une partie et tout. On a beaucoup discuté, hein, on a eu l'avantage entre guillemets, je mets des guillemets fortes là-dessus, mais de finir rapidement très souvent nos parties. Et du coup, l'avantage qu'on avait après, c'est qu'on pouvait discuter aussi. Et on a beaucoup discuté avec la Belle et la Bête à la fin de la partie. Et Là, c'était la game a super pas duré intéressant. 2 heures, on va pas se mentir. Vous les avez rasés en 1h45, un truc comme ça, je crois. Ouais, je crois que la durée moyenne de ouais, c'était ça, 1h45, C'est 2 heures, une hein, fessée, il faut le dire. mais Hein, il y a JP, enfin, ils ont adoré leur game. Hein. Je veux dire, si tu veux, c'est les mecs qu'on quitte à préférer. Ben, on a adoré la deuxième, là où on a pris 20-0. C'est là où on a le plus appris. On a bien discuté avec les gars, on a compris, on a parlé de jeu, etc. Ils ont aussi, voilà, ils ont. Alors, j'ai plus les autres têtes, si tu veux, mais tu sais, à la fin, tu avais un vote pour savoir quelle équipe t'avais le plus apprécié, l'équipe que t'avais trouvé le plus fair play, etc. Et les mecs ont voté pour vous, si tu veux. Alors, voter pour un ils mec qui sont, t'a mis 20-0, en ils sont général, c'est que. sympas, ouais. Soit t'es sadomaso, tu vois, un peu Slaneshi, mais tu vois, les deux, Val, c'est un joueur historiquement Ravengard, tu vois, un peu Imperium, c'est pas trop son délire de se flageller. JP pas du tout. Donc non, clairement ils ont apprécié la game, ils ont apprécié d'apprendre, et puis bah, de toute façon c'est pour ça qu'ils y allaient aussi. Hein. Dire là le Ah premier non, mais réflexe qu'ils ont eu après le truc, c'est ouais, c'était quand le prochain tournoi, je leur dis bois 20, c'est bon, ils sont déjà inscrits. Quoi. ah, Donc c'est non, beau. Non, non, ils mais ont vraiment apprécié, et puis bon, tant mieux si c'était de partager là-dessus. Quoi. ouais, ouais, c'était très cool. Mais je tiens quand même à dire que quand même la Ravengard, ils s'auto-flagellent un peu quand même. Leur Primark, c'est pas le Primark le plus joyeux non plus, quoi. Ouais, mais c'est pas une phase, maman, je te jure. Enfin, je veux dire, le mec il Ouais, fait du Tokyo Hotel depuis 30 ans, au bout d'un moment, faut passer à autre ah chose, gars. bah grave. À l'empereur, il devait se crever les tympans, quoi. Mais ouais, très bonne partie, vraiment très bien. Et encore une fois, hein, le 20-0, voilà, sur le papier, ça fait joli, mais à la table, ça aurait vraiment pu se passer différemment, je pense, avec quelques parties en plus. Mais tu vois, typiquement, on refait la partie juste après, ils prennent pas 20-0 de la même manière, quoi. Je veux dire, je pense que la partie, elle est complètement différente, quoi. Hmm. Bah, de toute façon, alors après, il y a forcément des contre-exemples, mais The Old World, je n'ai pas encore vu de game. Alors, vraiment, alors sauf qu'il y avait vraiment un problème de conception dans l'une des deux armées, où vraiment tu avais une armée qui s'est dit, allez, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de behemoth dans le jeu. Merde, un dragon. Bien joué. Mais à part ça, j'ai Bravo. rarement vu des games où l'un des deux joueurs ne pouvait réellement rien faire de base. Euh, Ça Peut-être parce n'existe que tu as pas. des sujets de Ouais. létalité, peut-être que tu as des sujets de. Enfin, tu as beaucoup de raisons qui font que. Peut-être parce que j'ai pas encore vu les listes débiles qu'on commence à voir qui apparaissent avec genre l'homme bête là qui met en base que des Razorgore par un, en spécial que des dragons Ox solo, et puis en héros il met que des chamans level 1 qui font des Viltide. Peut-être que j'ai pas encore vu ça sur table et que du coup
C'est pour ça que je trouve encore beaucoup de choses belles dans le jeu. Peut-être que ma naïveté va disparaître là d'ici d'ici un mois et une semaine. Mais Oh non, à mon j'ai avis, ce qui vraiment va l'impression disparaître, c'est. que Ouais, quand vas-y, tu pardon, vas-y, comprends le jeu, excuse-moi, quand tu comprends le jeu, quand tu comprends comment il fonctionne, tu as toujours moyen de faire quelque chose, ou au moins que la game soit pas à sens unique. Après, je sais pas si tu as d'autres retours par rapport à ça, ou... Si, si, moi je te rejoins là-dessus. Déjà, bah, on en reparlera peut-être après les parties, mais c'est déjà, c'est pas un jeu de liste. Tu vois, quand tu me dis là, ouais, toutes les unités d'un Razorgore, toutes les unités d'un Dragon Ogre, etc. Ce qui peut avoir l'air très fort sur le papier, à la table, ça peut vraiment s'effriter. Et encore une fois, et moi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est une question de goût. Contrairement à un jeu comme 9e âge où tout est assez listé pour éviter les déconvenus, c'est-à-dire que on préfère que ce soit la réflexion autour de la liste et sur les placements à la table qui vont déterminer la partie. Mm. À Old World, il y a encore des amplitudes. On n'est pas à 40 000 où on relance tout. Je veux dire, Ouais. à 40 000, tu as une unité que tu veux exploser. À la fin de ton tour, normalement, l'unité, elle est retirée de la table. Oui, C'est un c'est jeu vrai. de touche 40 000. Là où Old World, on est vraiment sur un jeu qui est au global. Il y a de moins en moins, même contrairement aux versions d'avant, il y a moins de possibilités de relance. C'est-à-dire qu'on relance plus les sauvegardes, on relance plus les sorts, on relance très peu les fiascos, on relance plus tout avec la grande bannière. Enfin, tu vois, il y a quand même un package de relance qui a sauté. Et qui fait que, en fait, c'est un jeu où tu dois plutôt, là où je dirais que le meilleur stratège, c'est pas celui qui fait la liste, et c'est idiot de dire ça quand tu vois le temps qu'on a passé à faire nos listes, mais c'est la vérité, c'est pas la manière dont tu fais la liste, c'est plutôt la manière dont tu réagis aux déconvenus. C'est-à-dire que pas de décharge, moi je l'ai vu plein de fois, Coco Freddy m'a insulté, je pense au moins 10 fois, on me disait, mais c'est pas possible de faire des GD aussi nuls, il avait pas le temps, alors j'étais pas sur un week-end de grosses pertes de GD, et quand je charge, je fais un scorpion avec deux poids de demi-griffon et que je me fais jeter une cata à plongeur et que je me fais jeter avec deux demi-griffons, bah, effectivement, dans ma tête, ça commence à mouliner, quoi. Je me dis, mon plan génial vous êtes effondré, il va peut-être falloir trouver un plan B parce que là, je suis mal barré. Et donc, le jeu, il pousse vraiment à la réflexion en permanence et ça fait que t'as aucune certitude. C'est-à-dire que les 10 hyper bien sur le papier, elles peuvent très bien se faire annuler, voire avoir des scores très moyennes Ouais. et qui sont tout simplement plus solides sur plein de points, quoi. Mm. Et tu vois, ça peut être même un vrai élément de frustration pour certains, parce que là, j'ai l'exemple d'une game récemment, bon, la partie s'est très bien passée, parce que bon, les deux, en tant que joueur, on s'apprécie, mais tu vois, tu sais, quand les GD t'abandonnent, moi, je jouais une liste un peu débile, il m'avait demandé de jouer nain, tu veux, pour faire un training pour son tournoi. Et le copain JS, il venait avec sa liste démon, donc il voulait vraiment un match-up de merde, tu veux, il a vraiment eu. Et enfin, tu joues du démon un petit peu lent contre du nain qui est car magique à peu près avec toutes ses machines de guerre. Enfin, c'est vraiment du match-up débile. Et il s'est même retrouvé à un moment où le seul corps à corps, où il prévoit un move un peu propre pour faire un double corps à corps avec son prince démon, c'est-à-dire il charge un gyro pour le défoncer et après faire l'ancienne charge irrésistible, maintenant c'est l'overrun, dans un pack pour les défoncer de flanc. Bah, tu te retrouves avec ton prince démon qui fait ses 6 attaques, qui touche à 3, qui va blesser à 3, bah d'un seul coup, tu te rends compte qu'un gyrocoptère peut tanker un prince démon sur une phase, si tu veux. Et là, tu te dis, mais attends, comment c'est possible? En fait, quand tu fais les stats, il y a tellement peu de dés, tellement de relances, que bah, dès que la virgule, quand tu es censé faire 3,5 et que tu fais 3 et qu'après tu es censé faire 2,5 et que tu fais 2, bah, tu te retrouves souvent en limite de stats et à te faire abandonner par tes dés, etc. Et c'est un jeu qui va beaucoup plus se jouer sur les résolutions fixes et sur les situations de jeu qu'au final sur les dés. Alors, bien sûr, tu auras toujours. Là, on a fait une game pour la chaîne qu'on n'a même pas gardée où tu as un dragon qui loupe 3 tests de ralliement à 10. Donc, bon, la game n'est pas très intéressante, on va pas te mentir, on va pas la sortir en rapport de bataille. Quel est l'intérêt de voir un dragon faire 11, 12, 11? Ah, t'es plus sur la table, t'as perdu 600 points, bien joué. Mais tu vois, C'est le ça, c'est des plaisir, cas ça, super c'est exceptionnels plus qui arriveront. l'intérêt. Le Parce que même plaisir. si c'est une chance sur 1000, bah, au bout d'un moment, t'as forcément 1000 mecs qui ont été dans la situation où 500 mecs qui ont fait 2 games, tu vois, et au bout d'un moment, ça arrive. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que les dés, bizarrement, ont beaucoup moins d'importance dans le résultat d'une game, quoi. Bah écoute, ouais, en tout cas, ce qui est certain, certain, selon mon point de vue, encore une fois, c'est un ressenti, Hmm. c'est qu'il n'y a pas de game qui est gagné
pré-partie. Justement, le déploiement, à la fin de ton déploiement, tu te dis: «OK, on va y aller et il va falloir être solide tout le temps», Ouais. c'est pas comme avant où justement il y avait des match-up qui étaient horribles. Là, j'ai beaucoup entendu parler de match-up, j'ai autant beaucoup il y a eu beaucoup de théories Hammer aussi avec, justement des sortes de pseudo-méta, hein. On a vu la méta des Gyro, la méta des Linehammer, la méta des Behemoth Hammer et autres. Finalement, moi, ce que je trouve assez sympa, c'est que, bah, toutes ces théories, elles sont vite foulées aux pieds et qu'on se rend vite compte que finalement, les packs d'infanterie, ça reste très bien. La magie, finalement, c'est bien. Ah tiens, l'artillerie, c'est vachement bien. Ouais, mais le cac, quand même, c'est bien. Ouais, mais bah, en fait, tout est bien, donc Ouais. tu peux quasiment tout jouer, quoi. Bah, de toute façon, la Sauf les méta pistoliers. gyrocoptère, elle a duré, je crois, 48 heures sur Internet. À un bout d'un moment, Ouais. il y a un mec qui a fait les stats, qui a dit c'est bien, mais au final, votre liste, elle tue 5 orques par tour. Ah merde. Ensuite, t'as la Linehammer qui a fait le plaisir de certains youtubeurs qui ont pu faire beaucoup de vues et qui sont passés de 1500 abonnés à 8000 en un mois. Pas mal, quand même. Ouais, bon, ça, ils ont bien géré leur truc, si tu veux, pour expliquer que Linehammer allait tuer le jeu. Bon, on attend toujours, hein. Moi, franchement, j'espère. Hein. J'ai des packs de 10 arquebusiers nains avec armes lourdes. Ils sont censés défoncer la méta depuis 6 mois. J'ai toujours pas trouvé ça fantastique. Et puis, ouais, Monster Hammer, alors ça a été vrai, on a des petits codes, on a une liste avec 2 dragons qui a performé, mais est-ce qu'on en a une autre depuis? Bah non, pas tant que ça. Il y en a un petit peu, c'est même pour ça d'ailleurs que je continue à faire la veille pour montrer que bah, sur les podiums, il y a de tout. Et c'est pas forcément les listes qu'on attend le plus. Et tu vois, le premier truc qu'on a dit, c'est que le Broto c'était nul, et au final, tout le monde est d'accord pour dire que, ouais, en amical, un dragon c'est chiant, mais en compétitif, c'est le Broto qui emmerde le monde. Et Clairement. c'est assez amusant, tu vois, de se faire. Alors là, on a les trucs marrants, on a les listes full infanterie qui commencent à revenir avec des listes avec des packs de 90 gobelins, là, avec la bannière araignée qui se téléporte à coup d'élémentalisme. Ça n'a aucun sens, mais c'est fantastique. Et bah, tu vas te retrouver avec enfin un jeu où tu as tous les styles de gameplay qui peuvent sortir. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ah mais c'est incroyable, comme tu dis, en gros, c'est une sorte de Shifumi permanent, les Gyros, ils sont battus par, le corps de Frédémon, qui est lui-même battu par, tel truc, qui est lui-même battu par finalement, je trouve qu'effectivement, on peut tout jouer et vraiment, quand je regarde les livres et que je fais des listes et que je me dis: «Ah, qu'est-ce que ça peut donner sur la table?» Il y a très peu de fois où je me dis: «Ouh là, cette unité quand même, c'est limite, ça va être compliqué pour elle de sortir du placard un jour». Il y en a très peu. Il y en a, bien sûr, il y a des Il y a unités les qui sont plus fortes pistoliers. que d'autres. Ouais, exactement. Les pistolets, ça fait toujours un peu mal au cœur, hein, j'ai du mal, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer, peut-être, tiens, je suis pas assez, fin stratège, il faut que je les teste à la table, peut-être que j'ai loupé un truc. Mais ouais, a priori, je dirais les pistoliers. Il y a deux trois unités comme ça qui se baladent dans le jeu, mais le reste, globalement, je trouve que tout est très sympa, quoi. Ouais, écoute, moi je te propose quelque chose. Si tu arrives à faire quelque chose des pistoliers en situation réelle, un peu juste en théorie hammer, je veux un tactica sur les pistoliers sur la chaîne. Ah, Parce que clairement, c'est quoi? Je dois ou un jouer avec JB anti-tactica, hein, bientôt, je veux dire, j'ai essayé les pistoliers, voici mon retour, il n'y a aucun souci, parce que pour moi, je ne comprends pas comment. Alors, moi, encore une fois, je suis un peu con, mais je me souviens de quand j'étais gamin des White Dwarfs, des rapports de bataille dans les White Dwarfs, où les pistoliers c'était cool. Je me souviens, mon premier bouquin d'armée que j'ai acheté, c'est l'Empire. C'est le bouquin armée Empire V5. Je me souviens des pistoliers, ils me faisaient rêver, ces mecs qui arrivaient, qui avaient 2 flingues, ont toujours eu des règles cool. Je les aimais tellement que quand j'ai joué mercenaire, si tu veux, j'ai des duellistes avec de pistolet, parce que voilà, c'est une version low cost, avec ouais. mouvement 4 et pas 8. Mais ils permettaient de faire des trucs un peu marrants, si tu veux. Et quand je vois ce qu'ils sont devenus maintenant, t'as envie de te dire, mais vous les détestez à ce point-là, quoi. En fait, ils ont eu trop de bons styles pendant des années et ils payent aujourd'hui toute cette popularité, tu vois? Moi, c'est pareil, j'en ai monté 10. Je me suis dit: «Il faut absolument que je les joue». Bon, bah, je vais essayer de le faire, je t'enverrai un message pour te dire, à quel point ça s'est mal passé. Mais ouais, effectivement, c'est une unité qui est censée tirer, mais qui est impétueuse, du coup, qui va souvent, enfin, un tour sur 2 qui va aller faire du cac Mm. et qui est pas très forte au cac, hein, on va pas se Les mentir, pistolets donc au on va corps à voir, corps, je hein. crois que c'est la pire version. Hein. Comptez juste comme plus En fait, c'est c'est la possible. pire version, il y a rien. Y a rien, hein. C'est une arme sup, quoi, ouais, c'est une arme sup. Donc, enfin, en gros, c'est 3 attaques force 3 par modèle, donc, Mm. à voir, hein. Peut-être sur un pack de gobs avec une unité de face, une unité de flanc, ça peut faire un truc. Je te dirai, je vais tester, je verrai ce que ça donne, je te dirai. Eh ben, ça marche. Mais écoute, ensuite, on passe à la troisième ronde. Alors là, c'était un petit peu la finale avant finale. Ouais, exactement, ouais, les Même si bullies. malgré tout, à la dernière, il y aurait eu un monde, mais ouais, finale avant finale contre des Parisiens, Boulogne-Billancourt. Hein.
pareil. Ouais. Alors la seule équipe, alors le système de compos comme d'habitude, ça vaut ce que ça vaut. La seule équipe qui avait 20 compos sur 20, c'est-à-dire la pire liste possible en théorie. Encore une fois, les systèmes de compos, c'est assez d'avantages et défauts, mais ça c'était assez amusant. Alors ils ont fait un effort, c'est qu'ils ont envoyé les listes avant qu'il y ait des sujets de modification de règles qu'on avait modifiées par rapport aux échanges qu'il y avait sur le Discord, etc. Où on avait accepté des règles maison. C'est quelque chose qu'on fera plus globalement. On restera dans du raw pur et dur. Là, on a essayé, il y a eu des défauts. Je pense pas que ça a joué sur leur game, clairement, vu les games qu'ils ont fait avant et après. Ça s'est pas joué sur ça. Mais ouais. Alors, mes meilleurs amis, les hauts elfes. Un petit level 4 sur poulet givré. Alors, ma combinaison préférée, hein, en domaine de l'illusion, le familier de l'or pour reconnaître tous les sorts. Clin d'œil, souvent le doppelganger. L'ogre blade, histoire de mettre des grosses patates avec le truc. 2 packs de hommes d'argent, un pack de prince dragon. Et un vampire, voilà, l'opposé de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire cavalerie et mobilité, avec un pack de 16 gardes des cryptes, un pack de 20 zombies, dénués d'esprit, un terrorgeist malgré tout, Banshee, et surtout voilà, le level 4 de Noiro, donc qui a une capacité à remonter des figues assez impressionnante, qui est très très fort dans un truc avec les seuils de déroute. Bon, ils m'ont dit ne pas avoir lu les scénars avant d'envoyer les livres, que ce soit vrai ou pas. Dans tous les cas, ils avaient une très très bonne compo, quoi. Bon, clairement, bah, après comme tu dis, hein, vérité ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas leurs deux listes, elles sont ultra complémentaires et elles sont très bien montées pour les scénars. Moi, je leur jette pas la pierre, c'est exactement ce que j'ai fait, donc aucun souci. Mais par contre, c'est vrai que bah, sur le papier, pour aller chercher la totalité des objectifs et surtout aussi pour faire de la rétention, c'était plutôt pas mal puisque, par exemple, aller chercher la GB revenante dans les gardes des cryptes, bonne chance, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. En termes de général, le Necro level 4, assez dur à attraper. Et pareil, le level 4 sur poulet, bah, t'as pas trop envie d'aller chercher au corps à corps, hein, bizarrement. Donc, Alors, tu le fais une erreur une fois. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Tu te dis c'est bon, je vais le choper, puis le mec il te dit bah, en fait j'ai un phénix de givre, donc t'attaques en dernier. Ah ouais, donc j'ai chargé l'initiative 4. T'as combien? Plus. Je suis mort. Exactement, exactement. Alors attention, je vais jeter les dés pour voir si je réussis le sort. Ouais, non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, Ouais. j'ai compris. Euh, Donc ouais, très fort, hein, très très dur à aller chercher au CAC, quasiment impossible hein, d'ailleurs. Deux packs d'hommes d'argent, 6 princes dragon, pareil, c'est des unités avec bannière qui vont vite. Et ouais, Terror Guest, comme tu disais, quand même un Terror Guest, moi je trouve ça pas mal. Hein. En plus, j'ai appris un peu des choses là pendant le tournoi avec le Terror Guest que j'avais jamais joué. Donc non, non, c'est une liste intéressante, des adversaires qui étaient coriaces, hein, qui avaient envie d'en découdre. Donc hmm. bah, c'est bien, hein, franchement. C'est aussi ce qu'on cherche en tournoi. Hein. On veut des gens qui sont motivés. Donc voilà, une partie qui s'est globalement bien passée. Au début, il y avait pas mal de discussions, mais bon, comme tu le disais, c'est un peu la finale avant la finale. Donc il y a des échanges voilà, de bons procédés sur comment va se dérouler la partie, mais finalement, la partie s'est quand même très bien passée. Là, pareil, ils font une erreur, c'est dommage, pour eux. Ils sortent le nécro du pâté et ils ont tellement l'habitude que le nécro soit, intangible, Ouais. que quand nous on se positionne, on fait en sorte que notre level 4 soit à portée de dissipation. Heu, Ils le lancent, on le dissipe, il est là, et ils ont tellement l'habitude de le jouer en dehors des pâtés qu'ils le laissent hors du pâté, et Ah, c'est là mais que surgit le grand maître sur Pégase, hein, qui était là pour ça, hein. Il l'a fait quasiment à toutes les games, hein, il a chargé tout le temps les persos isolés. Bah, il y est allé, bon, j'ai failli rater, hein, avec mes jets de dés incroyables, je crois que j'ai fait 2 touches, une blessure, je l'ai quand même tué, mais voilà, c'était compliqué. hmm. Mais voilà, c'était l'erreur de la partie parce que derrière, bah, les morts-vivants ça fond, et donc Ouais. ils ont vite compris que, bah, sans nécro, la partie était terminée, quoi. Hmm. Donc c'est dommage parce que tu vois, ils avaient bien joué, ils ont envoyé le poulet avec le level 4 dessus en plein milieu des lignes, bah, Hmm. ce qui fait que derrière les boules de feu, des sœurs des épines, l'homme arbre et tout, bah, c'était plus compliqué, hein. Ouais. T'as un sorcier qui dissipe quand même à 24 pas au milieu de chez toi. Voilà, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le bouclier, je fais le tampon avec les hommes d'argent et les princes dragons avec mes demi-griffons. 2 unités d'un côté, 2 unités de l'autre.
Et voilà, et quand on a fait tomber le level 4, bah, finalement derrière, bah, c'était plié, mais sans cet assassinat, je sais pas ce qu'aurait donné la partie. Là, Mm. encore une fois, 17-0, hein, sur le papier, c'est beau, mais ça reflète pas du tout l'intensité qu'il y a eu dans cette game. Mm. Bon, bah, cool, cool, cool. Qu'est-ce que t'en penses des hommes d'argent? Un peu partagé, dans le sens où c'est une unité qui est rapide quand même, c'est sympa. Après Ouais, j'en alors, pense un vas-y, peu la même chose que ce que non, mais dé- que ce que je pense de toutes les unités qui sont de cavalerie qui sont en base. C'est-à-dire qu'ils ont une 3+, ils ont 3 en endurance. Du coup, c'est un peu fragile. Dans une liste à thème ou alors dans laquelle tu leur mets un véritable objectif, dans ta conception de liste en te disant: «OK, les hommes d'argent, je vais en avoir besoin vraiment pour ça, une occupation d'écart, aller chercher, je sais pas, les tirailleurs légers, peut-être tenter les machines, pourquoi pas?» C'est quand Mm. même des elfes qui vont très, très vite. Je trouve ça assez léger, tu vois, c'est pareil en empire, moi je joue très peu de cavalerie en base, parce que je me dis: Les gars, vous avez une 3+, vous avez 3 en endurance, Ouais. vous êtes pas non plus des foot de guerre, hein, c'est pas des dieux combattants non plus». Donc je me dis toujours: «Avoir une cavalerie où je vais toujours hésiter à charger, est-ce que c'est vraiment une bonne idée?» Tu vois? Où je me dis: Ouais. «Ah là, je pourrais y aller, mais il y a une chance sur 2 que je me fasse éclater». À Old World, hein, faut savoir quand tu charges et que tu rebondis, ben, c'est encore un peu ce que je disais tout à l'heure, donne pas à manger à l'autre pendant le tour de l'adversaire, heu, pendant ton tour, Dans ton pardon, tour, ouais. parce que, bah, quand tu rebondis, bah, l'autre il peut se reformer, il peut aussi, s'il t'extermine, faire une charge irrésistible. Enfin, Ouais. il y a plein de choses qui font que, bah, finalement la partie elle va t'échapper après une action que tu auras toi-même fait, donc je trouve ça toujours un peu dommage. Et surtout chez les elfes, il y a les mêmes cavaliers mais avec des arcs courts, et Oui. j'aurais plutôt tendance à les privilégier parce que, déjà t'as pas envie de charger. Oui. Si tu peux leur laisser la lance de cave, enfin la lance, ouais, si c'est la lance de cave maintenant, la lance de joute, la lance de cave, ils ont quand même leur hardcore, la lance de cave. La lance de cave, elle est là uniquement en cas de vrai pépin, genre faut que je charge des gargouilles, allons-y. Mm. Et sinon, tu restes autour, tu as un super mouvement de neuf, tu tires, et puis t'attends. Donc les hommes d'argent sur ton scénar, ils étaient très bien parce que c'est une unité qui jaillit, et quand tu dois positionner des bannières au centre de la table, il y a peu d'unités qui sont aussi bien que ces unités-là. Ouais. En partie classique, je suis un peu plus mitigé, je suis pas certain que je les jouerai, quoi. Ouais, alors, je suis d'accord. Bah, voilà, plus un. Mais ouais, alors, je suis vraiment déçu personnellement des cavaleries. Alors, encore une fois, c'est une force de comparaison, si tu veux, parce on a tellement connu de la cavalerie avec de la 2+. Dans les anciennes versions de Battle, qu'on a tout ça, voilà, le pack de cavalerie qui est intuable, qui va vite, qui impacte fort, et de tout ce qui va avec, même si voilà, la malédiction de la lance molle, c'est quelque chose qu'on a souvent eu, mais qui était plus une exception. On savait qu'une fois par game, on avait une charge de cavalerie qui allait mal se passer. Là, j'ai plus l'impression que c'est une fois par tournoi, il y a une charge de cavalerie qui va bien se passer, si tu veux. Et Ouais. tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde à 2+, en Empire, le fait que bah, les hommes d'argent n'ont plus l'impact qu'ils ont pu avoir à une époque, alors même s'ils sont restés assez proches en termes de stats, mais tu as le repli en bon ordre, tu as beaucoup de choses qui font que c'est différent par rapport à avant. Je commence vraiment à me poser la question, même là tu peux le voir dans les rapports de bataille de la chaîne, si t'as pas un plan pour booster ta cavalerie, alors je pense notamment aux exilés bretoniens qui ont accès à la démonologie, et là d'un seul coup ton pack de chevaliers du royaume qui ont plus une attaque, plus un PA, plus un renfort sur tout le monde, y compris les montures, ça commence à devenir sexy, mais dans d'autres conditions je suis systématiquement déçu de ces unités, et je pense qu'ils ont un rôle psychologique énorme sur les anciens joueurs de Battle. C'est-à-dire qu'ils les ont déjà pris dans la face en disant attention, il faut que je fasse gaffe, je vais me prendre une charge voilà, de hommes d'argent, je vais me prendre les chevaliers du royaume, je vais me prendre les chevaliers de l'Empire dans la tronche, même les loups blancs dans la tronche. Bah maintenant sur The Old World, bah, ils sont pas si mis en avant que ça brille plus autant que ça l'a fait à une époque, quoi. Ouais, je suis d'accord, et peut-être qu'il faut aussi chercher, de ce côté-là de la fameuse, rançon de la gloire, rançon du succès. Ils ont été tellement bien, c'était tellement facile qu'aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus équilibrés, parce que c'est très dur, hein, dans un jeu où t'as des monstres, où t'as Ouais, des plein de types d'unités différents, de donner la part belle aux piétons. D'ailleurs, Games, ils ont toujours eu un peu de mal, hein, c'est compliqué de dire: «Ah bah regarde, le mec à pied, il est hyper bien». Non, en général,
Bah, le mec à pied, tu le prends que si t'as pas le choix, parce qu'il va pas très vite, parce qu'il a pas une manœuvrabilité de ouf, et parce que souvent, on va pas se mentir, pendant 3 tours, la moitié de la partie, il va faire que courir au milieu de la table. Ouais. Et donc là, en réduisant les profils de sauvegarde, mais en laissant quand même, l'accès à des sauvegardes assez sympas pour des infanteries, je pense notamment aux nains, aux guerriers du chaos. Et ben, ça redonne un peu de la valeur aux unités d'infanterie. Le fait que tu files plus n'importe comment sur un jet de dés, c'est pareil, ça redonne de la valeur au bloc d'infanterie. Du coup, la cave, je la vois plutôt soit des énormes caves, comme tu l'as dit, genre full Brotos, bien boosté aux hormones, ou alors charge, soit avec un rôle bien particulier. Mais c'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, alors, il y a quand même la règle, hein, de première charge, hein, Ouais. oublions pas, qui est quand même une règle qui est très sympa. La contre-charge aussi, hein, la cavalerie est pas du tout en reste. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Old World, la cavalerie, toute seule, elle va sûrement pas faire la game. Ça va être compliqué. Bah, j'ai un pote qui est breto, Baptiste, hein, si tu nous écoutes, t'as intérêt à écouter d'ailleurs, Chacal, mais qui joue breto, et ses premières games, il comprenait pas pourquoi ses chevaliers du royaume ne passaient pas à travers tout, si tu veux, et Julie Azincourt. Et du coup, maintenant, il commence à comprendre qu'il faut prendre l'adversaire de flanc, etc. Que ta première charge est important, et dans ce cas-là, ouais, si t'as un gros truc qui t'assure de la résolution de combat, bah, tu vas faire charger le truc qui apporte de la résolution de combat, plus ton unité avec première charge, de manière à faire un différentiel intéressant pour être sûr de faire le truc. Mais ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, ta cavalerie va t'apporter ta première charge et surtout pour 5 figurines 10 de PU, tu vois, pour essayer d'atteindre le seuil intéressant où tu vas passer au double de l'adversaire avec les pertes pour commencer à supprimer le repli en bon ordre qui est le cas le plus fréquent sur The Old World, tu vois. Donc, et j'aime bien, en fait, j'aime bien ça. Alors après, voilà, les armées que je joue en général, c'est sans cavalerie, je suis pas un énorme fan. Même là, en elfe noir, je joue les. Alors, je parle de cavalerie lourde, hein. En elfe noir, je joue les chevaliers sur sang-froid. Je pense que je les joue systématiquement très très mal. Mais donc, ça joue forcément dans ma vision du jeu. Mais ouais, je pense que là, ils ont enfin trouvé un espèce d'équilibre entre la cavalerie et l'infanterie. La règle contre-charge, j'ai vraiment l'impression que cette règle ne sert en fait que en cas de duel de cavalerie. Alors, bien sûr, tu as le Pégase où tu auras d'autres situations. Là, c'est un peu différent, mais encore une fois, le Pégase. Enfin, Pégase Do ou What Pégase Want, si tu veux. Mais où j'ai vraiment l'impression que c'est surtout, voilà, on fait un duel de chevalier, un duel de cavalier. Lequel d'entre nous n'a pas la contre-charge? Toi, ok, donc j'ai gagné. J'ai vraiment Ouais, l'impression non, que c'est c'est vrai. plutôt ça qui est à prendre en compte. Mais ouais, je trouve qu'ils ont enfin trouvé un équilibre, un rôle utilitaire. Sauf si, bah, comme tu le disais bien, gros pack boosté aux hormones avec tout ce qui va dedans. Et puis vas-y, j'ai 600 points, 600 points qui bougent de 8. Bisous. Non, mais tu vois, c'est quand même sympa de se dire que les 10 chevaliers du chaos élus avec un seigneur du chaos dedans, ça va pas forcément raser toute ton armée tour 2. Tu vois, moi, j'ai des souvenirs de games qui étaient traumatisantes, hein, quand j'étais plus jeune, où bah voilà, tu rates toute ta phase de tir et tu sais que quoi que le joueur adverse charge, il va le stratopoutrer. Il n'y a Ouais. aucune chance que ton unité reste. Et j'ai trouvé, ouais, vraiment, j'ai eu une sorte de, quand même, de trauma là-dessus en me disant, ah, quand même, il y a des unités qui roulent vraiment sur tout. Ouais. Là, Tau, finalement, j'ai une unité que j'aime beaucoup jouer, hein. On s'est beaucoup foutu de ma gueule pour ça, mais finalement, j'en démords pas, je trouve ça hyper bien. Je joue, je sais pas, 26 lanciers de l'Empire avec la bannière perfo. Hmm. Et je dis, bah, allez les gars, venez, hein, ils sont vétérans, ils ont 4 ans en combat. Alors ok, on est loin, hein, des plus grands héros de l'univers de Battle, mais je dis toujours, hein, tu passeras jamais en un tour, c'est impossible. Oui, Donc, c'est ça. on parlait tout à l'heure de fiabilité. Bah moi, mes petits gars de l'Empire avec leur hallebarde là, je les trouve, avec leur lance, pardon, je les trouve plutôt cool. Et je trouve ça assez rassurant de me dire que, bah, même s'il y a 8 cavaliers élus avec un patron dedans, il y a une chance sur deux, voire même deux chances sur trois que pendant sa phase de charge, il s'arrête là Ouais. et qu'il faille attendre un petit peu, quoi. Ouais, et puis des fois ça peut craquer, c'est-à-dire ton pack de lancier qui va faire un mort par tour, bah, sur un pack à plusieurs centaines de points, vu que lui va pas en coûter énormément, non, c'est plutôt cool. Je crois que je sais qu'on a eu la V8, c'est vraiment la version hallebarde et épée, hein, pour la parade notamment, avec les hordes d'hallebardiers de l'Empire, j'ai encore quelques PTSD de l'époque. Mais et là, ouais, je suis assez content. Alors voilà, le seul défaut, encore une fois, bon,
te reciter juste avant, c'est la notion de rançon de la gloire. C'est est-ce que l'épéiste de l'Empire a encore sa place? La hallebarde, c'est cool. La lance, clairement, est beaucoup plus sexy qu'elle l'a peut-être jamais été sur Battle, pour beaucoup de raisons. Clairement. Est-ce que là, il mériterait pas de filer un petit boost au bon vieux Peigu avec arme de base et bouclier? Ça me choquerait pas, moi, qu'on revoie un petit plus 1 de save pour ces unités-là, mais vu qu'ils ont essayé de filer sur beaucoup d'armées, c'est un bonus à l'arme de base pour contrepenser. Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils ont proposé par rapport à ces unités-là? Je suis pas persuadé. Mais je pense qu'on a un bon petit truc. Bon, en Empire, t'es pas emmerdé, t'as pas de règle spéciale. Hein, la règle spéciale, c'est ton Non, bouquin de c'est ce règles. que j'ai. Ce Mais, que j'allais dire, et moi j'ai rien, ouais. Ça, y a pas besoin. mais voilà. Bon, ce qui est cool, c'est que tu as Mais ouais, parlé ouais. des chevaliers élus. On va pouvoir partir sur votre dernière game. Alors, ce qui était très très drôle, euh, bon, il y avait peu de chances que ça arrive parce que voilà, il y a l'XP des joueurs, il y a beaucoup de choses, il y a les compositions de listes, il y a bien beaucoup de choses. Mais avec les points de peinture et les quelques points que vous avez loupés à droite à gauche, s'ils gagnaient, je crois, de 12 points, je pense qu'ils finissaient de mémoire devant vous. Alors, c'était 12 ou 13 points. Alors, bien sûr, il fallait mettre un 12 ou un 13-0 ou un 14-2 ou un truc comme ça. Bon, c'est bas, c'est là, quand on voit le résultat, c'est pas ce qui s'est passé. Mais il y avait un monde où vous pouviez encore ne pas finir premier à ce moment-là. Et là, je trouvais ça énorme. Alors, en plus que ça arrive à Crush et Dr. Fetus, qui sont deux joueurs habitués de 40K Wargamer, qui sont des mecs super sympathiques, qui sont venus avec des listes, enfin, moi je les ai vus, j'ai eu envie de les engueuler. Genre, vous savez qu'il y a des choix spéciaux dans vos trucs, vous n'êtes pas obligé de jouer un gros patron de clause et puis que des bases. Mais ouais, vous vous êtes retrouvés contre eux donc en dernière ronde. Et ouais, et tu vois, ils nous ont dit ça, hein, dès qu'on est arrivé, ils nous ont dit: «Ah nous, vous inquiétez pas, de toute façon, on joue que des unités de base». Encore une fois, que ce soit pour le scénar ou contre nous, particulièrement, heu, il y avait quand même un potentiel de faire quelque chose. Hem, Au déploiement, on s'est rendu compte que du coup, ça allait être compliqué pour eux parce que tu sais, on était sur un déploiement en diagonale. Du Mm. coup, il y avait une possibilité d'avoir ce qu'on appelle le petit côté, c'est-à-dire, s'ils s'étaient mis plein centre au début et ils avaient regardé où on se déployait, ils auraient pu peut-être un peu de plus nous orienter, ce qu'ils ont pas fait malheureusement. Donc ça nous a donné un peu de champ et heureusement qu'on a eu du champ parce que déjà 2 fois 5 chiens de corne, c'est un peu dur à arrêter avec que du tir léger. Bon, les sanguinaires, OK, ça c'est plutôt des choix que j'estime sympa, voilà, c'est très compliqué à Mm. jouer et en petit format comme ça, c'est encore plus dur. Avec Heu, l'équivalent en points en gargouille, je pense qu'il se serait un petit peu plus amusé sur le tournoi. c'est sûr et certain, les gargouilles en base et surtout avec la marque de corne, c'est un Ouais. must-have chez les démons donc oui, je confirme, 3 fois 5 gargouilles au lieu de 2 fois 5 2 fois 9 sanguinaires, c'était bien mieux, c'était bien mieux. Mais bon, après, il y avait quand même les chevaliers, il y avait les chiens, il y avait les cavaliers maraudeurs, il y avait perso sur char, Mm. et bien entendu, le sacro-saint buveur dont je vais parler juste après. Mais non, non, une liste qui était là pour nous embêter. Aussi parce que je rappelle quand même, donc j'ai 3 fois 2 demi-poulets et un patron sur Pégase, ce qui est très sympa. Mais dans des unités rapides et ou des vraies unités de close, ça fait malheureusement, pas le café, quoi. On peut pas tout avoir et ça encaisse bien et contre les petites unités légères, c'est très fort. Contre 5 chiens de corne, ou un exalté sur char ou 5 chevaliers du chaos, bah, malheureusement les demi-griffons, c'est très bien mais ça peut pas tout faire. Donc ils étaient pas si mal sur le papier parce qu'encore une fois que tu as passé le bouclier défensif de l'Empire, bah, derrière, bah, le Sylvain il doit très, très vite se replier et fuir les charges et espérer que ça arrive pas tout en même temps. Heureusement, on les a un peu bloqués, mais je t'avoue, il y a eu une phase où le buveur il a surgi en plein milieu des lignes. On s'attendait pas forcément à ce qu'il le sorte sans, absolument aucune crainte. C'est-à-dire qu'ils ont dit: «Ah bah, perdu pour perdu, on va mettre le buveur en plein milieu» et là on s'est dit: «Mais attends, là toute notre armée le voit» et il a dit: «Ouais, bah, tant pis, on verra» et on a mis toute l'armée dessus. Mais quand je te dis toute l'armée, la moindre flèche, les gars ils cherchaient dans leurs poches s'il y avait pas encore des cailloux à jeter, des trucs. Le buveur de sang, quand la poussière elle est retombée, il était toujours vivant. On a mis une phase de tir avec nos 2 armées, phase de tir magie avec nos 2 armées dedans. On l'a laissé, je crois à 1 ou 2 points de vie. Mm. Donc c'était là, on s'est regardé en disant: «OK, ben, il va falloir serrer un peu les fesses parce que je vois pas qui va pouvoir l'arrêter»
Et ça aurait pu être, un autre tournant de partie, hein. Tu parlais tout à l'heure du 12 ou du 13, à 0 avec un déploiement peut-être un peu plus orienté et cette phase du buveur, qui nous ouais, qui nous cloue sur place, ça aurait été possible. Clairement, Mm. ça aurait été possible. Ce qui nous a sauvés, bah, c'est que, comme le reste de l'armée était un peu à la traîne, le buveur a chargé, on a fui 2 charges, voilà, la première et la redirection et là, la deuxième fois, on l'a pas loupé, on a tout remis dedans et on a fini quand même par l'avoir. Ouais. Mais imaginons qu'il a avancé de concert avec, son pote sur char, et juste les chiens de corne et les cavaliers. Mm. Et ben là, du coup, tu tu mets toute une phase de tir, et de magie dans le buveur, donc ça veut dire que tu tues aucune autre figurine autour et le buveur n'est même pas mort et Ouais. derrière, bah, du coup, t'as tout le reste qui charge en même temps que le buveur. Bon là, je pense que toute notre armée fuit. On fuit toutes les charges et puis on attend de voir ce qui se passe le tour d'après parce que ça va être compliqué quand même. Donc Mm. même avec une liste, tu vois, comme ça qui a l'air a priori assez fragile, assez sympa, genre que des troupes de base, il y avait quand même des choses à faire, hein. Il y avait quand même des trucs qui auraient pu être sympas Mm. bah ouais, pour nous museler. Et voilà, peut-être pas faire le 15-0 ou autre, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose, quoi. Moi, c'est la première version depuis pas mal de temps, et même, même en mélangeant avec 40K, où je suis enfin content d'avoir des démons majeurs qui ont une énorme paire de balls et qui sont cool à jouer. C'est très bête, hein, mais parce que autant tu vois en V9, jouer le spam de Keeper of Secret à 40K, j'avais 3 vachettes sur la table, plus Bellacore, machin. Enfin, c'était débile en termes de lore, mais tu vois, en termes de jeu, t'avais un profil qui était assez bon pour des coups en points pas élevés, et du coup tu pouvais les spammer, et du coup t'avais un gameplay qui changeait un peu de ce que tu pouvais jouer habituellement, on va dire, en démon. Mais là, enfin, je veux dire, quand t'as un buveur de sang en face de toi, il y a aucun monde où tu te dis, je vais le choper au close et je vais le tanker au close. Il y a aucun monde où ça arrive, si tu veux. Tu acceptes que t'es mort, en fait, s'il te chope. Et ça, c'est cool. C'est très con, mais c'est cool. Je trouve ça génial. Et je vais juste mettre l'exception qui confirme la règle de ce que tu viens de dire, à part les nains. Parce que les nains, rappelons-le quand même. J'ai fait beaucoup de parties contre les nains avec mes démons de corne. Le patron nain sur bouclier avec immunisé coup fatal, immunisé blessure multiple, c'est pas facile pour le buveur de. C'est pas facile pour le buveur, quoi. Il a pas trop envie d'aller faire ce défi, quoi. Mm. C'est avec la bannière qui fait que t'as pas de bonus de charge. Enfin, c'est quand tu vas un petit peu tout nu et tu dis ah, j'aurais peut-être dû mettre la lame pas de sauvegarde au lieu de mettre le fouet des 3 blessures, quoi. Ouais. Ah, mais c'est ce que je trouve bien, en fait. C'est que, comme je disais avant, il y a toujours des moments où, bon, moi, qu'un seigneur nain soit capable de faire un gros doigt d'honneur au Balrog, ça l'éclate. Je veux dire, Ah, fondamentalement, c'est d'un point génial, de hein, vue mais moi lore, aussi, je trouve ça formidable. voilà, c'est une sorte de revanche, si tu veux. Mais ouais, ouais, t'as quelques exceptions comme ça. T'as des petits objets magiques. Alors, t'as les Brotos qui ont ça, l'immunisé au dégâts multiples, je crois. Ou alors c'est peut-être que au coup fatal, je sais plus. Enfin, t'as des petits objets magiques comme ça, à droite, à gauche, qui, 3 parties sur 5 vont servir à que dalle. Une partie sur 5 ça va être cool. Et une partie sur 5 ça va te changer totalement le truc. Et c'est ce que j'aime bien, en fait, dans les notions de liste de tournoi. C'est-à-dire que tu fais des choix. Et typiquement, voilà, tu vas tomber tu vas mettre ça sur ton seigneur nain, tu vas tomber contre 3 joueurs qui vont arriver avec un buveur de sang, de la lame ogre, etc. Là, tu vas dire, ouais, c'est bien mon pote, mais les dégâts, tu vas les faire un par un si tu veux. Là, d'un seul coup, c'est plus le même délire, hein. Ton patron, il est pas équipé pareil, toutes les blessures, bah, s'il y a une petite invue ou quoi que ce soit en termes de stats, tu t'effondres vite. Donc, je suis assez content, bizarrement. Alors, la V8, tu vois, j'étais un petit peu critique de ce qu'ils ont proposé sur les objets magiques. Je pense notamment à cette fameuse tour de guet à 100 points qui était très très intelligente. Mais là, je trouve qu'ils Euh, ont enfin trouvé un équilibre assez sympathique dans les différents bouquins. Bon, ok, t'as le corps qui est un espèce de must-have, et quand on commence à voir les armées des armées au elfe, les armées de l'Empire prendre du Broto en allié pour mettre un coup de point de soin, t'as envie de te dire, ah bon, ok les mecs, vous faites du chier. Bon, après moi j'ai pas d'armée, j'ai pas d'unité qui vole. Ah si, en main j'ai le gyrocoptère, c'est vrai. Mais j'en spamme pas non plus, j'en joue pas 5. Donc, à part le soin de soin qui est très très fort, et encore, dans la majorité des listes, c'est juste un test de coma 8, donc ça se loupe, etc. Tu peux engager le mec, enfin bon, bref. Je trouve qu'ils ont enfin trouvé un espèce d'équilibre assez cool au niveau des trucs. Alors, là, vous avez l'impression que je dis que du bien de The Old World. J'ai une vidéo qui est prête, qui va sortir sûrement d'ici peu, avec ce que je trouve pas catastrophique sur The Old World.
Donc avec un titre bien plus tactique, faites-moi confiance là-dessus. Mais voilà, le jeu n'est Bon. pas parfait, hein. Voilà, il y a des défauts, d'autres personnes que moi ont d'autres visions sur des défauts de jeu, etc., sur des problèmes du jeu en lui-même. Mais voilà, sur ça, je trouve que sur l'équilibre global, sur le panel en fait d'objets magiques à disposition de chaque armée, je trouve qu'ils ont vraiment très très bien bossé. Ouais, mais j'ai peu de choses à rajouter à ce que tu viens de dire, hein. Clairement, il y a une belle vision globale du jeu. On avait un peu peur, on se disait, putain, ça fait 10 ans que Games, ils n'ont pas fait un battle, qu'est-ce que ça va être? Finalement, je me dis, waouh, c'est la version de la maturité. Je sais que c'est un peu pareil, une phrase un peu putaclic, mais tu dis, ah, ok, les gars, ils ont réfléchi, il y a une belle homogénéité, la Mm. vision globale, elle est sympa. Finalement, t'as pas l'impression de rejouer à la V8, ce que je trouve pas plus mal, hein, Ouais. ni à aucune autre version du jeu. Donc non, non, très bien, vraiment une belle version avec beaucoup de générosité. Et comme tu l'as dit, hein, bien sûr qu'il y a des défauts comme dans tout jeu. RIP les pistoliers. Mais à côté de ça, le jeu il est très bien dosé et surtout, je trouve qu'il y a une rejouabilité qui est assez incroyable puisque tu auras rarement, voire jamais, deux parties qui se ressemblent, quoi. Mm. Ah oui, clairement. Donc oui, pardon, on est passé un peu rapidement sur les cultistes de Val-de-Mort, mais ouais, une bonne partie très sympa, qui se termine bien pour nous, mais qui aurait pu être technique, quoi. Mm. Et puis, bah donc voilà, vous voilà la première classe du tournoi. Juste devant, en deuxième place, Bulby, donc vos adversaires de la troisième ronde. Et en troisième, alors pareil, des pseudos très connus dans le monde de Battle en FR, hein, l'Arc Atlantique. Donc des gens, moi que je. Voilà, c'est des gens, ceux que j'ai. Alors, c'est l'un des deux, je crois qu'on s'était déjà croisé en événement. Mais l'un des deux, tu vois, c'est des pseudos que je vois sur Internet depuis des années. Je pense notamment à Chen où j'ai sa photo de profil de Garfield en tête depuis je sais pas combien de temps. Je sais même pas s'il est encore la même ou pas, mais c'est des trucs qui m'éclatent. Et donc voilà, bah, première place. Donc voilà, si tu peux bah, nous dire un petit peu ce que tu as pensé du tournoi ou autre. Alors bon, il a déjà parlé un petit peu alors pour une fois, on va dire en bien. Donc c'est positif, je suis content de ça. Parce que bon, en tant que, quand tu mets la main à la poche en tant qu'orga, la main à la poche, pas du tout. Quand tu, quand tu te grattes un peu la cervelle pour sortir des scénars, c'est toujours un parti pris. Tu peux dire, bah écoute, fuck it, allez, on va faire de la bataille rangée. Et vous allez faire bataille rangée, bataille du crâne et seuil de déroute pendant le tournoi. Bah voilà, qu'est-ce que tu as pensé au global? Qu'est-ce que. Bon, encore une fois, tu as eu des Bah, retours pour l'instant positifs, mais voilà, si tu peux en parler un ouais, petit bah, peu. et puis en plus c'est bien parce que là c'est vraiment à tête reposée, tu vois? On n'est plus vraiment, genre le lundi ou le mardi juste après le tournoi, Hmm. donc je trouve ça encore plus intéressant parce que ça a permis un peu d'y penser. Déjà, je trouve que quand tu viens sur un 2 contre 2, forcément tu vas sortir de tes habitudes de jeu, c'est obligatoire. Tu plus tout seul à la table, tu tu pas fait tous les choix en amont. Donc déjà, le cadre il est différent d'habitude et je trouve qu'après il y a 2 écoles. Soit tu décides de renforcer le cadre habituel comme tu dis: «Ah non, on fait déjà du 2 contre 2, on va pas en plus proposer des excentricités». Soit tu dis: «Eh les gars, vous venez pour une expérience de jeu qui va être différente de ce que vous faites toute l'année et du coup on pousse encore un peu le curseur». Moi je trouve que déjà tu as eu l'avantage de réfléchir, en tout cas, c'est beau, tu vois? Tu fais des propositions, tu réfléchis à quelque chose, tu prends des risques. Aujourd'hui, si on parlait tout à l'heure, hein, là, il y a à l'instant des défauts de Old World. Le principal défaut que je pourrais donner, et je pense que JB, derrière, il va me taper sur les doigts, c'est que le système de victoire, pour moi, il n'est pas assez détaillé. Il manque quelque chose. Parfois, ça manque un peu de saveur. Je me dirais bien, ah, pourquoi on prendrait pas les quarts de table? Alors, bien sûr, on peut répondre, il y a plusieurs scénars dans le livre de règles. Il y a les scénars aussi qui arrivent dans les Arcane Journal. Aucun souci. Avec le temps, on va réussir à faire notre tambouille. Aujourd'hui, je trouve que parfois, c'est un peu fade. Donc de proposer, des solutions alternatives à la bâche, pour gagner le tournoi, pour gagner ta partie, c'est hyper intéressant. Moi finalement, le tournoi je l'ai beaucoup apprécié. Déjà, bravo pour l'ordia, bravo, pour la prise de risque et aussi bravo pour les décors, hein. Franchement, les tables étaient magnifiques. On n'en a pas parlé du tout, de cet aspect-là, pendant cette discussion, mais j'ai vu des armées hyper bien peintes et j'ai joué
que sur des tables qui étaient très très belles. Donc bravo. Après voilà, beaucoup de décors. Pareil, c'était un choix qui était assumé et que vous avez mis en avant. Aucun souci là-dessus. Donc non, moi je dirais pas, ouais non, ça m'a saoulé. Tu as bien compris que j'avais beaucoup lu ton règlement et que du coup j'avais fait en fonction. Mm. Donc moi, je me suis pas senti gêné par le règlement. Encore une fois, je tiens à le préciser, c'est pas du The Old World classique, mais la, la moindre personne qui sait jouer, en tout cas qui joue au jeu et qui lit ton règlement, se dit ok, je viens pour faire quelque chose de différent. Et, et du coup, ça permettait d'avoir presque un autre jeu à la table, de prendre des risques différemment, de calculer, de faire tes choix différemment. Donc moi, j'ai pas de retour négatif sur ça. Un peut-être, s'il y avait quelque chose à dire, cette histoire de seuil de déroute, moi je suis toujours un peu chafouin, ça me chagrine un peu quand je me dis on arrête au début du tour. Ça fait que bah, parfois il y a certaines équipes qui jouent 4 tours et l'autre équipe en face elle joue que 3 tours. Ouais. Et du coup, je trouve que ça crée quand même un déséquilibre, ne serait-ce que pour le plaisir de jeu. Je vais dire: «Ah bah, c'est bon, j'ai fait 4 tours». L'autre va dire: «Bah ouais, mais moi j'en ai fait que 3». Ouais, bah, désolé. Ouais. Ça, c'est dommage. Peut-être de dire: «Les gars, on termine le dès qu'on arrive au seuil de déroute, on termine le même nombre de tours». Ça peut faire en sorte que les 2 déroutent, donc c'est un peu problématique, mais pourquoi pas? Ouais. C'est pour moi, c'est peut-être la seule vraie gamberge à avoir, c'est comment, minimiser cet aspect de il y a la possibilité, ça arrive pas à chaque fois, hein, mais que il y ait une équipe qui joue un tour de moins que son adversaire. Ouais, bien sûr. Alors ça, tu vois, le coup du seuil de déroute, je t'avoue que je l'ai mis... Alors déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Battle. C'est très bête, mais sur The Old World, c'est le scénar qui m'éclate le plus, je pense. Cette espèce de... Voilà, t'as atteint les 25%, voilà, on arrête là. Le fait que ce soit frustrant, je le comprends tout à fait. J'ai même vraiment apprécié le débrief de Coco qui proposait des propositions pour faire évoluer le système de scénar, etc. À voir s'il y a d'autres tournois du même type, si on repart sur un truc neuf ou si on repart sur ça, mais si on repart là-dessus, clairement, le débrief de Coco sera pris en compte. Et en fait, j'ai mis le seuil de déroute pour une raison, c'est 2 contre 2, 2 fois 1000 points, avec beaucoup de joueurs qui sont pas forcément habitués à The Old World. C'était vraiment pour mettre une cloque sur beaucoup de tables. Et beaucoup de games se sont terminés sur un T4 ou un T5, ou même des fois un T3, uniquement grâce au seuil de déroute, parce qu'en termes de temps, les mecs, t'avais beaucoup de games où au milieu du T4, enfin, l'un des deux joueurs, l'une des deux équipes avait fait son T4, et ils étaient au bout des 3 heures de jeu. C'était combien, 3 heures ou 4 Ouais. heures, je me souviens même plus. Mais ouais, ils étaient déjà en limite de temps. Et 3 heures. Et c'était à prendre en compte. C'est un choix qu'on a fait. On a discuté un petit peu avec Phil avant ça. On savait que ça allait déplaire, mais ça permettait de régler le problème du temps de jeu et aussi de décourager forcément pour ceux qui allaient lire le scénar à jouer du Behemoth, du Dragon, etc. Donc voilà, ça a été un choix qui a été fait, qui n'est pas parfait, qui est améliorable pour beaucoup de sujets. Ce que tu proposes notamment, voilà, le fait de le finir au début d'un round et puis au début d'un tour de jeu, ça peut le faire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer là-dessus, et ouais, ça en fait clairement partie. Encore une fois, hein, parce que c'est vrai, hein, on peut toujours dire: «Ah mais attention, c'est pas le jeu original». C'est vrai que ça change, mais plutôt que de voir le verre à moitié vide et de se dire, «Bah non, c'est pas comme d'hab», plutôt voir le verre à moitié plein et de se dire justement: «C'est une proposition qui est audacieuse, Mm. qui va nous changer de ce qu'on fait le reste du temps». Soutenons-la. Après attention, de là à dire: «Il faut que ça devienne la norme sur la Surtout totalité des pas, tournois», surtout pas. heu, je dirais non. Non, non, Mais non, non. ouais, Ah, non, non, bah, on est d'accord, non? ah non, c'est quelque chose auquel je tiens. Le but de ce genre de tournoi, c'est pour éviter qu'il y ait une méta qui se décerne, qui se passe. Et c'est-à-dire que tu es toujours les mêmes listes tous les week-ends en tournoi. Enfin, je veux dire, on a 52 semaines dans l'année. On a au moins 52 assos en France capables d'organiser des tournois de The All World. Si chaque asso pouvait faire sa petite tambouille et qu'on se faisait pas du bataille rangée, la bataille rangée de 51, enfin 52 semaines par an, je pense que ça serait vraiment positif. Mais de la même manière, surtout pas ce genre de scénar. Voilà, c'est des scénars qui sont bien une à deux fois dans l'année, parce que ça change, parce que ça évoluera dans certaines conditions, etc. Mais il faut que la majorité des autres tournois se passent pour du battle standard. Sinon, si l'exception devient la règle, c'est vite le bordel, quoi. Ouais, je te rejoins à 100 là-dessus, c'est très sympa, voilà, pas comme tu dis, pas 52 fois dans l'année, mais quelques fois dans l'année, deux trois fois, ça peut être très cool, quoi. Mm.
Ok. Écoute, super. Du coup, premier, alors je me souviens même plus des lots que vous aviez eu. Alors, j'avoue qu'on a eu. Le tournoi était un peu On, fou en termes on- de lots. On avait plus de 1000 balles de lots offerts par les partenaires C'était dingue. de la chaîne. C'est vrai d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé des belles tables et de la bonne ordia, mais franchement c'est très appréciable, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tournoi battle et c'est vrai qu'on a été ultra surpris avec Coco de cadeaux qu'on a eu. Donc on a eu un très beau tapis de jeu. Hmm. On a eu 2 fois 50 euros de bons d'achat de figurines. Ouais. Et la petite affichette. Et ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est déjà très beau, quoi. Ah, c'est Ici, on a sympa. eu aussi, mais on a gagné le bingo. Ça, j'en ai pas parlé. Du bingo. Franchement, on s'est battu pour faire le bingo. Alors, en tout cas, on a réussi à remplir un des objectifs. Et du coup, on a eu une boîte de figurines supplémentaire. Non, c'était vraiment très très bien doté. Et c'est marrant parce qu'on a, enfin, moi, j'ai ma cave où je dois avoir des milliers et des milliers de figurines de partout. Et c'est con, mais t'as une boîte de Figo, t'es quand même content, quoi. Ouais, ouais. Alors, ça a été un sujet. Moi, je suis un grand défenseur de, bah, tu sais, des petits trophées, des petits lots, des petits trucs. Enfin, plutôt que des figurines. Encore moins des Ouais. bons d'achat. Bon, après, on va pas cracher dans la soupe. On a des super partenaires qui ont balancé beaucoup d'euros chacun de leur côté pour les trucs. Mais comme je le dis souvent, moi, le truc que j'aime le plus dans les lots que j'ai eu, c'est un tournoi où, tu sais, j'étais un vieux cadre. Le cadre entre les pas de trucs, mais tu sais, Best of Faction, où voilà, c'est le. Ou des petits trucs à afficher, des petites coupes, des trucs comme ça. C'est très très con, mais je trouve ça toujours bien à ramener parce que ça, tu t'en souviens. Alors que, bah voilà, une énième boîte d'hommes armes. Alors là, l'exemple est pourri parce qu'en plus, il y avait un lot avec une boîte d'hommes armes, mais voilà, une boîte de figurines, etc. Tu vas souvent filer bah, un pote qui commence une armée ou des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui reste. Donc voilà, on va dire qu'en tant que consommateur, je suis vraiment un gros fan des petits lots un peu plus sympas, des bustes, des trophées, des trucs comme ça. Mais ouais, là, clairement, les joueurs, même si dans tous les cas, comme tu le dis, on a souvent beaucoup trop de figues à la maison, entre une pile de la honte de malade, le fait que quand tu montes une armée, t'as 50 potes qui sont capables de te filer une petite boîte, des fonds de grappe, des trucs comme ça, et tu te retrouves avec 2500 points à monter alors que t'as encore rien acheté. Mais clairement, les petits lots comme ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai adoré le système du bingo que j'ai repris. Alors, j'ai rien fait, hein. C'est pas une création perso du tout. Je l'ai même marqué sur la feuille. Je l'ai piqué aux mecs qui ont fait le GT en Californie en mars-avril. Dès que je l'ai vu, je l'ai filé. Je crois qu'à Dessine, il avait réutilisé aussi. C'est le genre de truc, c'est très très con, mais ça encourage à faire des trucs. Alors, bien sûr, tu as des listes d'armées qui sont pas capables de faire certaines choses. Bien sûr, des fois, bah, les mecs ont commencé à dire ah ouais, attends, mais telle diagonale, on la fera jamais. Enfin, les mecs ont commencé à faire des méta bingo à base de attends, cette case-là, on l'a pas cochée. Vas-y, relance la charge. Ouais, non, mais là, je vais charger. Ouais, mais si tu refais un as derrière, on chope une case de bingo. Et tu dis ok, les mecs ont vraiment transcendé le truc, tu vois. Ils ont poussé, quoi, ils sont allés loin. Euh, Bah écoute, si tu veux, on peut passer à ton avis global sur Roll même si bon, on en a dit du bien tout le long, donc ou ça peut être aussi quels sont tes prochains événements, où est-ce qu'on va te croiser, dans quel assaut tu joues, est-ce que tu joues que en assaut, est-ce que tu joues en mode moderne, Bah, c'est-à-dire TTS, Warroll et tout ce qui va avec, enfin voilà, ton futur en termes de hobby. bah écoute, ouais, bon, futur en termes de hobby, moi je fais toujours partie du club de Bonnel, donc je prends l'abonnement tout le temps. J'y vais beaucoup moins qu'avant. Avant, j'y allais très très souvent, mais j'y passe quand même plusieurs fois dans l'année. Moi, je joue beaucoup avec JB notamment, on est voisins, donc on a plutôt tendance à jouer tous les deux. Pour mes futurs tournois, je pensais au... Il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi de la chevalerie orléanais. Je me disais pourquoi pas, ça peut être très sympa. Il y a un autre tournoi qui est organisé, le tournoi du château, comme on l'appelle, par Clovis. Je crois que t'es inscrit d'ailleurs, ça me dit quelque chose. Alors JB me l'a bien vendu, il Euh, m'a dit c'est des gens qui vont se taper sur la gueule dans un format fantastique, enfin dans un environnement fantastique, j'ai dit ok je signe. Bon, ouais, c'est beau, c'est beau. Du coup, j'aimerais bien t'y rejoindre aussi. Là, je suis en train de regarder pour m'organiser, mais ça me ferait vraiment plaisir d'y aller. Voilà, et puis après, ben moi, voilà, toujours prêt à jouer, toujours motivé. Je trouve que le jeu, il mérite hein, qu'on y passe du temps, qu'on joue beaucoup. Donc ça, c'est un peu pour mon futur d'hobbyiste. Je veux quand même remercier une petite dernière fois, bah du coup, Phil et toi pour l'ordia.
La AJH aussi, tu vois, j'ai pas oublié cette fois les initiales de l'acronyme, bah, pour toute l'orga. Bah, Yannick et Nico pour, l'accueil et le fun et puis, bah, bien sûr Coco, hein, pour tout ce temps passé en préparation de liste. C'était voilà, c'est comme d'hab, c'est toujours un peu magique, de préparer un tournoi à 2 et de se dire: «Vas-y, qu'est-ce qu'on met dedans?» Mm. Parfois c'est dense, mais quand même, merci à lui, bah, de m'avoir accompagné sur ce tournoi, d'avoir fait le dépanneur comme il dit si bien et bah, pour tous les bons côtés qu'il y a eu, sur ce point-là, quoi. Bah écoute, ça marche. Bah, en tout cas, nous, ça a été un plaisir en tant qu'orga d'organiser tout ça. C'était un gros tournoi pour du Real World, hein. On va dire sur des vraiment format tournoi. Je parle pas des formats convention de jeu, etc. Là, celui qui gagne la JB qui en organise une, c'est un petit peu différent en termes d'objectifs. Mais ouais, c'était un bon premier tournoi avec la SGH. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds en Angoulême, si tu veux. Même pour le festival de la BD, je suis jamais allé. Donc je découvrais l'assaut. Alors j'avais vu des vidéos sur truc, mais clairement ouais, j'étais vraiment bien hypé par déjà la gentillesse des gens. Alors c'est très con, mais parce que tu as ça dans tous les assos, mais dans l'énorme majorité des assos, tu as des gens qui bouffent un temps incroyable pour que d'autres s'amusent. Alors, c'est très con, mais une fois que tu as mis les mains un petit peu dans l'orga, tu te rends compte que c'est pas si facile d'avoir des gens à disposition capables de faire ce qu'ils ont fait. Et puis, comme tu l'as dit, les tables de la AJH et de la compagnie du Val-de-Mort et le fil, vraiment, les décors étaient vraiment très cool. C'était des belles tables. Il y avait des tables qui étaient des parties pris en termes de design, notamment la table chaotique où vous avez affronté JP et Val. Ou la table, quand tu la prends de prime abord, tu dis attends, c'est une table de 40K V8 que vous avez récupérée, les gars, ou c'est comment? Mais non, clairement, il y a eu des bons petits trucs. Donc voilà. Mais ouais, si on arrive à le faire, là, moi je vais faire en France, je vais faire Wavrin, qui est Ouais. fin janvier, là, qui me fait vraiment de l'œil. Et ouais, le tournoi au château, qui a l'air bien cool. Mais ouais, si on peut se croiser au tournoi au château, il y a moyen qu'on se tape des bonnes barres. Et puis si on s'en fait une, il y aura moyen que tes mecs de l'Empire me foutent mes hommes bêtes à la porte, ça peut être très drôle. Ouais. Ah, je pense qu'on peut rigoler, c'est sûr. Et puis le format est quand même cool, donc ça peut être sympa. J'espère qu'on va réussir à se croiser là-bas. Ouais, bah écoute, Bah, en tout si c'est ok pour toi, on va s'arrêter là. On remercie tout le monde d'être encore jusque-là. Alors je vous fais pas le truc de mettre un mot en commentaire. Oh tiens, vas-y, fais-le aussi. T'as un mot en commentaire, un mot que les gens peuvent mettre pour montrer qu'ils ont suivi la vidéo jusqu'au bout. aventure humaine, ouais. Aventure humaine. Allez, mettez-nous aventure humaine. Ça résonne dans l'esprit de beaucoup de joueurs, ce terme-là. Mais ouais, n'hésitez pas à mettre l'aventure humaine, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner si c'est pas le cas, ou à commenter, tout ça c'est bon pour l'algorithme. Donc ce qui est bon pour l'algorithme, c'est bon pour notre visibilité. N'hésitez pas à partager dans vos groupes de joueurs, etc. On a une petite chaîne, on monte, mais on a envie d'être encore plus connu et de partager encore plus notre passion avec tout le monde. Et puis bah écoute, merci à toi pour ce temps passé. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Corbac. À la prochaine.